il y a 60 ans, sortait en France le chef-d'œuvre ultime de l'histoire du cinéma, Vertigo, ou Sueur froide en VF, d'Alfred Hitchcock. Vertigo, c'est d'abord l'adaptation d'un livre français de Boileau et Narcejac, appelé D'entre les morts. Ce titre donne tout de suite la couleur. Vertigo parle de mort et de fantômes. Pour son adaptation, Hitchcock transpose l'action parisienne du livre à San Francisco. C'est Samuel Taylor et Alec Coppel, premiers Australiens à avoir été nommés aux Oscars, qui se sont chargés d'adapter D'entre les morts. Pour la petite histoire, ce dernier, Alec Coppel, est crédité au générique alors que son travail, qui n'avait pas plu à Hitchcock, n'a finalement pas été retenu. On retrouve au casting James Stewart dans le rôle de Scotty et Kim Novak dans le double rôle de Madeleine et Judy. A la base, Hitchcock aurait voulu retravailler avec Vera Miles, mais cette dernière est tombée enceinte. Il a donc dû faire avec Kim Novak, qui est considéré clairement comme un second choix. Cela provoqua une animosité sur le plateau entre Novak et Hitchcock, une tension constante régna alors durant le tournage. Côté musique, c'est le légendaire Bernard Herrmann que l'on retrouve. On peut d'ailleurs entendre derrière ma voix sa somptueuse partition pour le film. À l'époque, ce n'était que la 4e collaboration entre Hitchcock et Herrmann. Avec de tels artistes, tout laissait donc croire que Sueur froide sera un grand succès. Coûtant 2 millions de dollars et en rapportant 7, ce qui était beaucoup à l'époque, Vertigo ne fut pas le succès escompté. Récoltant 2 nominations à l'Oscar dans des catégories mineures, son et direction artistique, sans remporter aucune statuette, le film d'Hitchcock est un long métrage qui a pris son temps pour devenir le film référence qu'il est aujourd'hui. Mais après vous me direz, si les Oscars étaient un indicateur de qualité pour les films, ça se saurait. Cette mauvaise réception est peut-être due à la modernité qui se dégage de Vertigo. En effet, comme Hitchcock en refera l'expérience avec Psychose, l'accueil moyen des spectateurs et de la critique était sûrement dû à l'aspect moderne du film. En faisant outre de l'écueil hollywoodien dans lequel il filme, Hitchcock n'a pas hésité une seule seconde à innover. C'est notamment le cas de ces fameux plans subjectifs épousant la sensation de vertige de Scotty. Pour réaliser ces plans, Hitchcock usa d'un zoom avant tandis que la caméra faisait un travelling en arrière. Pour faire simple, cela donna le premier travelling compensé de l'histoire du cinéma. Cet effet fut réutilisé dans de nombreux films, des Dents de la Mer aux Affranchis, en passant par Fou d'Irène et jusqu'à très récemment Glace, que l'on a commenté la semaine dernière. Et pourtant, cette aura de chef-d'œuvre aurait pu ne jamais exister. En effet, au même titre que Fenêtre sur cour, L'homme qui en savait trop version 1956, mais qui a tué Harry et La Corde, Vertigo faisait partie de la liste des Missing Hitchcocks, également appelée Five Lost Hitchcock. Qu'est-ce que donc cette liste ? Dans le contrat qu'il avait signé avec la Paramount dans les années 50, Hitchcock avait stipulé vouloir les droits d'exploitation de ses films. Il les a obtenus chaque fois 8 ans après leur exploitation. À partir du moment où Hitchcock récupérait donc ses droits, il n'en faisait plus rien. Aucune diffusion télé, aucune ressortie, rien. Voilà pourquoi on appelait ces films les Missing Hitchcocks. Il aurait fallu 3 ans après la mort d'Hitchcock en 1983 pour que la Universal arrive à racheter les droits de ces 5 films à la fille du cinéaste et à son agent. Il se murmure en fait qu'Hitchcock voulait détruire toutes les copies de ses films. Légende vivante ou pas, cette idée a eu un impact sur son époque puisque quelques années plus tôt, en 1969, lorsque le National Film Theatre voulut diffuser Vertigo durant une rétrospective Hitchcock, l'Institut abandonna l'idée de se faire prêter une copie du film de peur qu'elle soit ensuite détruite par le maître du suspense, puisque celui-ci demandait la source de la copie, à savoir Henri Langlois et la Cinémathèque française, et du coup il voulait sûrement supprimer la copie de Sueur froide. Heureusement pour nous, Sueur froide et les 4 autres films sont désormais visibles de tous. Vertigo est donc de ces films qui ont hanté la mémoire de nombreux cinéphiles et de nombreux cinéastes. Véritable matrice de la jetée de Chris Marker et de son remake L'Armée des 12 singes par Terry Gilliam, référence principale pour David Lynch et son Mulholland Drive, ou obsession de toute la filmographie de Brian De Palma, sans aucun jeu de mots. Un homme a dit un jour, et je m'excuse de ne plus savoir qui c'est, d'ailleurs s'il y a quelqu'un autour du plateau qui le sait, il peut se manifester. Cet homme a dit « Après 1958, un film sur 2 est implicitement un remake de Vertigo. C'est dire si le film d'Hitchcock est universel, intemporel. Si vous n'avez toujours pas vu Vertigo, courez donc le voir, ne serait-ce que pour son suspense, pour son histoire d'amour,
pour son fantôme, pour son rebondissement, pour sa mise en scène, pour sa maîtrise du langage cinématographique et pour la coupe de cheveux de Kim Novak. Mais toute cette histoire, c'était il y a 60 ans, c'était le moment historique de TCS, et il est maintenant l'heure de The Cinema Show. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans The Cinema Show. Avec moi pour commenter l'actu ciné de la semaine, William, Gaël, Marie, Raphaël, Edwin et Ninon aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au programme de l'émission, des débats sur Green Book sur les routes de sud de Peter Farrelly, La Mule de Clint Eastwood, Les Petits Flocons de Joséphine de Meaux. La chronique divine et les quiz de Cinéma Show seront aussi de la partie, tout comme la chronique musicale. Et on recevra aussi Ambre et Samy, membres de la deuxième équipe de Ciné Campus, qui nous présenteront leur projection d'Only Lovers Left Alive qui aura lieu lundi prochain au cinéma Utopia. Mais avant tout ça, on commence par les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Alors au sommaire des news, le mercato de la semaine, une réalisatrice fataliste, le casting de la semaine et la mort d'un grand. Alors on débute ce mercato par ce qui va probablement devenir notre fil rouge des news tout au long de l'année, SOS Fantôme 3. À nouvelle semaine, nouvelles infos. Sony a cette fois-ci dévoilé la date de sortie américaine du film. Cette date, celle du 10 juillet 2020, est assez proche pour un blockbuster de ce type. On est donc en droit de s'attendre très prochainement à des nouvelles news concernant notamment le casting de ce quatrième Ghostbusters qui se placera dans la continuité des deux premiers. On rappelle que l'on retrouvera Jason Reitman à la réalisation de cet épisode et qu'il sera produit par son père, Ivan, auteur des deux premiers films de la saga. Sony continue de nous surprendre avec cette fois-ci une annonce faite par Phil Lord, réalisateur de la grande aventure Lego avec son comparse Chris Miller. Le réalisateur vient en effet de nous apprendre que 24 James Street devrait rentrer en production. Alors Channing Tatum et Jonah Hill reprendront certainement leur rôle, mais on ne sait toujours pas si on retrouvera d'ailleurs le duo derrière la caméra. Pour la petite histoire, Phil Lord a dit que le film ne s'appellerait pas 23 Jump Street, ce qui serait plutôt logique, pour garder ce titre en réserve. Alors 23 Jump Street serait-il l'épisode crossover avec Men in Black tu veux réagir, Raphaël? Bah ouais, moi ce qui m'interroge c'est que comme à la fin du générique de 22, j'ai mis une image sur Facebook. Il y avait du coup des clins d'œil à des probables suites. Ouais. Est-ce qu'ils vont respecter ce clin d'œil là? Je sais pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils font pas tout de suite. Moi je me suis dit soit c'est toujours pour le crossover avec Men in Black qui sera encore d'actualité, mais ça je pense pas trop, ou peut-être la préparation d'une blague méta puisque voilà par rapport à ce générique de fin. Ça dépend. Est-ce que Men in Black c'est la même, c'est Sony, non? Oui, c'était en fait c'était dans les projets. Tu sais, c'était quand il y avait eu le Sony qui s'était fait pirater. On avait vu dans les mails qu'ils voulaient faire un crossover 21 Jump Street et Men in Black. Voilà. Bon l'avenir nous donnera la réponse. On quitte Sony pour aller voir la Universal.
Vin Diesel, qui n'a toujours pas digéré le premier spin-off de la saga Fast and Furious, Hobbs & Shaw, qui mettra en scène Jason Statham et The Rock, contre-attaque en annonçant lui aussi un spin-off. Ce spin-off aura pour particularité de se concentrer sur les personnages féminins de la saga. Seules infos pour le moment, le film sera écrit par Nicole Perlman, Lindsay Beer et Geneva Robertson-Dworth. Le métrage sera d'ailleurs produit par Samantha Vincent, la sœur de Vin. On a aussi appris hier que Ryan Bensetti tiendrait le premier rôle d'un film adapté, attention, de la chanson Je danse le Mia d'Ayam. Et ce long métrage est coécrit d'ailleurs par Michael Youn et on retrouvera dedans Jul. Génial, bonne nouvelle. Voilà. Ils ont eu les droits quand même pour prendre le morceau d'Ayam, j'espère. Ouais, parce qu'il sera producteur avec Nathan. Non, j'ai pas vu ça, non. Oui. Non. Il sera là. Il fait partie du projet. Il fait partie du projet. Ça va jamais sortir. Vous verrez, ça va jamais. Je vais appeler. Je vais donner un coup de fil à quelqu'un, ça va jamais sortir. Ça. On verra. On change de registre et on part sur du cinéma un peu plus d'auteur cette fois pour terminer ce mercato. D'abord, Vincent Maraval, fondateur de Wild Bunch, a annoncé sur Twitter que Hayao Miyazaki, mais aussi son fils Goro, seraient au travail sur 2 nouvelles productions. Le studio Ghibli, qui était assez inactif depuis 2014, va donc produire et sortir 2 films, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Toujours rayon auteur, Abdelatif Kechiche a profité de son discours de victoire du prix de la critique française pour Make to My Love pour annoncer le titre de sa suite, et contre toute attente, celle-ci s'appellera Make to My Love Intermezzo. On peut donc supposer qu'on aura aussi le droit à un Make to My Love Canto 3. Du coup, hâte de découvrir le prochain épisode du Abdelatif Kechiche Universe. Ils font tous 3 heures ou... à mon avis... Il y a toujours plein de cul. Mais c'était déjà prévu que ce soit 3 films. Le deuxième, normalement, ça devrait s'appeler Jackie, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Mais oui, non, mais à la base, c'était c'était en 2 parties. Voilà. C'était Jack, je sais pas quoi, ouais. Je pensais qu'il y avait 3 films. Non. On finit ces news mercato par celle qui m'a le plus fait saliver alors qu'elle ne dit rien. Warner Bros a dévoilé la date de sortie du prochain Christopher Nolan pour le 17 juillet 2020, alors qu'on en sait toujours un peu plus tous les jours avec Ghostbusters 3 qui sortira la semaine précédente cette année-là. Le projet de Nolan est complètement inconnu. On n'a aucune info, que ce soit sur le script, les acteurs, seulement une date, mais cette date et le côté mystérieux du projet augmentent considérablement la hype. Est-ce qu'il y a une news sur laquelle vous vouliez revenir sur le mercato ? Non. Alors, deuxième news. La semaine dernière, on a encore pu s'apercevoir à quel point l'Oscar du meilleur réalisateur devait être à la propriété d'un homme. En effet, aucune femme n'est nommée cette année, alors que les noms dans la sélection de Debra Granik ou Chloé Zhao n'auraient choqué personne. Patty Jenkins, réalisatrice de Monster et Wonder Woman, a une petite idée de ce manque de représentation. Elle en a d'ailleurs fait part au magazine Vulture. Elle a dit « Je vais vous dire, l'Académie travaille très dur là-dessus, mais le vrai sujet à mon sens, c'est qu'en définitif, peu importe le film que vous réalisez, peu importe combien il rapporte et peu importe la diversité du public qui l'attire, les votants sont un groupe extrêmement restreint. Encore aujourd'hui, malgré les efforts de l'Académie, la grande majorité des votants, en particulier pour la catégorie meilleur réalisateur, sont des gens qui ont rencontré le succès en tant que réalisateur. Et de qui s'agit-il ? C'est de là que viennent les nommer. Tous ces votes sont le résultat d'un entre-soi. On rappellera que sur toute l'histoire des Oscars, soit 91 cérémonies, seules 5 femmes ont été nommées à la plus prestigieuse statuette pour les metteurs et metteuses en scène, et que seule Catherine Bigelow l'a emportée en 2010 avec Des mineurs. Les choses vont d'ailleurs peut-être évoluer puisque dans la continuité du discours de Frances McDormand aux Oscars, l'actrice Tessa Thompson a lancé lors d'une conférence à Sundance le 4% Challenge. Pourquoi ce chiffre ? Parce que seuls 4% des films les plus plébiscités au box-office ont été réalisés par une femme entre 2007 et 2018, ce qui est très faible. Et donc le 4% Challenge va donc tenter de changer la tendance puisqu'il consiste en un engagement à travailler avec une réalisatrice femme dans les 18 prochains mois. Tessa Thompson s'est bien évidemment engagée à respecter cela. Armie Hammer, Brie Larson, J.J. Abrams et Paul Feig ont aussi rejoint le mouvement, ce qui est une bonne nouvelle. Des réactions ? C'est une bonne nouvelle malgré les 5 Oscars en 91 année. Cérémonie. Sélection de cette année qu'il n'y a pas de femmes. Ouais, ça reste une bonne nouvelle toute petite, quoi. Oui. Par rapport à l'ampleur de la mauvaise nouvelle. Et surtout que c'est juste un challenge. Enfin, ça paraît bizarre. Non, mais ça serait bien que ce soit, je sais pas, un label un peu comme. Je vais pas parler de un truc bio ou quoi, mais c'est un label genre tu mets au début de ton film 4%. Enfin, tu sais que tu respectes ce truc.
Voilà. Très bien. C'est vrai. On passe au casting de la semaine et il va pas plaire à tout le monde. En effet, dans la foulée de l'annonce du tournage imminent de Kaamelott par Alexandre Astier, on apprenait que des figurants étaient recherchés les 18, 19 et même 20 mars prochains pour un tournage à Estables dans la Haute-Loire. Cette annonce qui a été relayée par de nombreux médias dont le site de référence de figurants en France, figurant.com, sera en fait une arnaque. Et oui, Alexandre Astier a rapidement réagi sur Twitter en postant un message où il dit: nous n'avons pas besoin de figurants sur Twitter, il a fait du Twitter aussi. Nous n'avons pas besoin de figurants sur K. Surtout, ne payez pas un centime à quiconque vous proposerait d'en être. Désolé que des trous du qui essayent de se sucrer sur le dos de la bête, on va s'en occuper. Ça a le mérite d'être clair. Pourtant, tout ne semble pas si clair dans cette histoire. J'ai fait mes petites recherches et cette annonce de casting corrobore finalement avec beaucoup de choses en rapport avec le film, notamment les dates du tournage du film. Il y a aussi la ville d'Estables qui a d'ailleurs validé que le fait qu'un tournage aurait lieu dans la ville à ces dates-là. Donc on ne nous dit pas tout dans cette affaire et j'imagine bien qu'à un moment Astier aura besoin de figurants. Raph, je sais que tu es fan de la série Kaamelott. Tu paierais combien pour participer au film? Le truc c'est que voilà. J'habite. Non. Je pouvais y aller parce que j'avais une maison qui était pas loin et les Estables c'était pas loin, donc dans ma tête je m'étais dit voilà, ça va le faire. C'est pas loin de l'Ardèche, donc je m'étais dit pourquoi pas, et du coup j'avais comme projet d'envoyer un mail et tout ça, mais puis après je me suis rendu compte que voilà, c'était trop beau pour être vrai, puis pourtant l'annonce paraissait vraiment crédible, ça paraissait vraiment crédible parce qu'il demandait de rien, on devait rien payer, tu vois, c'était payé 105 €, 105 €. 105 €, tu vois, donc finalement ça avait pas l'air trop faux, quoi. Si fake. Mais bon. Je pense que tu auras peut-être la chance de pouvoir... Ils vont peut-être relancer quelque chose, un moment vraiment d'officiel. Non, mais voilà. Bon, on verra. Au pire, tu iras voir le film, c'est déjà ça. Non, c'est déjà ça, mais je vois pas l'intérêt d'avoir fait ce genre de truc, ce faux truc, parce que c'était une annonce, tu devais envoyer un mail, à mon avis, c'est ça. Ouais, comment tu gagnais de l'argent, je comprends pas. En fait. Non, je sais pas. Peut-être un truc autre mail après, bon, je sais pas du tout. Ils cherchaient 30 personnes et finalement, parce que la communauté de Kaamelott, des fans, ils sont énormément nombreux et très vindicatifs. C'est des gens vraiment très, très, très fans. Et à mon avis, sur le tournage, tu vois, des gens qui vont dire Perceval, machin, je veux une photo avec toi. À mon avis, il a eu peur de ça, je pense. Et il a tout de suite mis fin au truc. Mais je sais pas, ça me paraît louche quand même. On passe à la dernière news de la soirée. Pour clôturer ces news, nous étions bien sûr obligés de rendre hommage au grand musicien qui était Michel Legrand. Avant son illustre carrière de compositeur, Michel Legrand a sorti quelques albums de jazz, dont le fameux Le Grand Jazz, enregistré avec Miles Davis et John Coltrane notamment. Legrand s'est donc ensuite fait connaître grâce à ses compositions de films, et non des moindres, Les Demoiselles de Rochefort que l'on peut entendre, Les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne pour Jacques Demy, La Piscine pour Jacques Deray, Un été 42 pour Robert Mulligan, Yentl pour Barbra Streisand, L'affaire Thomas Crown bien sûr avec Steve McQueen et Faye Dunaway, sans oublier Disco pour Fabien Ottoniente. Réolé de 3 Oscars durant sa carrière, Michel Legrand s'est éteint samedi à l'âge de 86 ans. Des réactions à la mort de ce grand artiste. C'est triste. Ouais. J'ai publié un petit truc personnellement. Ah ouais. Et ouais. Fallait mouiller de mon cœur pour c'est une de mes chansons préférées. Parce que Juliette Armanet la chante, c'est pour ça. Non. Enfin oui, bon, j'ai publié Juliette Armanet qui la chante parce que j'aime beaucoup Juliette Armanet aussi. Mais non, c'est une de mes chansons préférées. Même c'est un grand artiste et un des rares artistes français qui a réussi à autant se promouvoir à l'étranger. Donc voilà, enfin un petit peu triste, comme tout le monde. Très bien. Vas-y Raph. Non, mais c'est vrai que c'est un immense gars. Et enfin, le truc qui est vraiment fort avec lui, c'est je pense qu'il a changé un peu le visage de la comédie musicale en donnant un truc un peu plus populaire. Et puis même voilà, La La Land ne pourrait pas exister si Michel Legrand n'avait pas travaillé donc sur des films avec j'ai oublié le nom du réel. Jacques Demy, tout à fait. Oui, tout à fait. Et en plus, il a fait énormément d'albums avant avec des très grands. Enfin, c'était une référence pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est dommage, quoi. Enfin, voilà. Puis, tout le monde doit partir un jour. Et je trouve qu'il a eu une excellente carrière. Donc. Et je suis très heureux J'ai été étonné quand même qu'il y ait eu autant de
de bruit, autant de gens qui ont eu des montres, comment je sais pas le mot, qui ont réagi par rapport à ça. Je m'attendais à, j'étais étonné qu'il y ait autant de monde, mais tant mieux, c'est bien. Très bien. Allez, c'est l'heure de passer à la partie débat de la semaine. Programme ce soir, Green Book sur les routes du Sud, je vais pas y arriver. La mule et les petits flocons. Et on débute donc avec Green Book de Peter Farrelly, auteur avec son frère des très fins Marie à tout prix, Food Irene et Dumb and Dumber. Bande-annonce. I'm about to embark on a concert tour. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South, there's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. Perhaps. It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you breaking my balls? Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. And I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. Falling in love with you Was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids. That's like clanging a cowbell at the end of Shostakovich's 7. That's good. It's perfect, Tony. Get out, man. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. I know exactly who I am. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then what am I? Anyone can sound like Beethoven, but your music, only you can do that. What do we do about the bone? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would eat it anyway. Pick it up. Ça coupe net, c'est marrant ça. Green Book sur les routes du sud de Peter Farrelly, du coup le synopsis. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concert. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au sud profond, il s'appuie sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur où on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Donc un film avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen dans les deux rôles principaux. Gaëlle, tu voulais commencer sur Green Book? Ouais, c'est un film que Jack, je conseille vraiment. Parce que le sujet et l'histoire donc, sont hyper intéressantes, que c'est une histoire vraie et qu'on se doute que c'est quand même bien écrit selon l'histoire, vu que son fils a contribué à l'écriture, enfin même voulu l'écriture de ce film. Il y a un duo très beau, très bien écrit, très bien filmé, avec les deux acteurs, et les personnages sont aussi très bien écrits. Les personnages secondaires aussi, je trouve il y a une petite attention particulière portée à eux, et c'est très agréable de voir qu'ils étaient aussi bien écrits, qu'ils étaient subtils et qu'ils avaient une assez grande part d'importance par moment. C'est aussi très cool de voir un road movie, je trouve, qui est bien un road movie. J'ai l'impression que pas tous les road movies sont aussi road que ça. Du coup, c'était bien. Ils sont plus movie, c'est ça que tu veux dire. Ils sont sur movie, mais moins road. Et du coup, là, c'est sans cesse en mouvement et sans cesse en progression aussi donc de leur couple. Et c'est hyper intéressant, du coup. C'est vraiment une progression subtile et on y croit, du coup. J'ai trouvé touchant, drôle, juste, aussi assez feel good movie, même si on pourrait pas forcément penser ça comme ça directement, parce qu'elle a vraiment, il fait vraiment entrer dans un univers, et à la fin moi j'étais un peu déconnectée de la réalité, je savais plus trop si on était dans une période de Noël ou pas, parce que du coup il y a une période de Noël, du coup c'est la période de Noël dans le film, et ouais, je trouve qu'il vraiment il projette bien dans l'univers, et la fin est très jolie aussi, je trouve. Et par contre je trouve que c'est un peu fade finalement. Enfin, même s'il est très bien, il n'y a pas non plus un truc qui fait que ça va au-delà des films que j'ai pu voir du même genre. Et ouais, un peu lisse, quoi. C'est vrai que la mise en scène, par exemple, il n'y a pas de truc exceptionnel. On laisse vraiment la place aux acteurs. Je vous trouve gentil, il n'y a rien du tout, je trouve, au niveau de la mise en scène.
Ah oui, mais après, je ne retiens rien du tout. C'est pas grave pour moi qu'une mise en scène soit, admettons, complètement à la merci des personnages. Comédiens. C'est juste que parfois ça a plus de sens ou ça a plus de vibrations en gros. Là, c'était pas spécialement plus vibrant que ce soit simple, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Alors par contre, j'ai vu que du côté de la famille de Don Shirley, ils étaient pas très contents sur le film parce que ça s'arrange un peu avec la réalité, voilà. Bon, alors ça après, je sais pas trop. Edwin, toi tu as adoré le film. Ouais, non, j'ai adoré. Après, je suis aussi un petit peu d'accord avec ce qui vient de se dire sur le côté que la mise en scène, la technique, il n'y avait pas quelque chose de forcément d'exceptionnel. Il y avait, voilà, c'était pas quelque chose pas ouf. Qui a révolutionné. Mais après, c'est clair que je conseille le film. C'était vraiment un très beau film. C'est surtout que j'ai bien aimé en fait l'ambiance qu'a retranscrit le réalisateur. On sent vraiment la patte 60s dans le film. C'est aussi pareil au niveau de l'humour, comme tu as dit Gaël. Moi je trouve que c'est un humour intelligent et c'est limite si j'ai plus rigolé pendant ce film que pendant des films qui étaient une comédie. À la 2 j'ai pas vu à la 2, mais... Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui sort aujourd'hui, allez le voir. On vous conseille pas du tout. Et non, du coup, non, ce film-là, en fait, je pense qu'il avait surtout un beau message qui était bien retranscrit à travers les personnages. Comme le dit aussi Gaël, on voit chaque personnage, en fait, apporte quelque chose à l'histoire. Et ils sont super bien écrits, il y a des bons dialogues. Et c'est vraiment cette idée que je vois du film, c'est un peu l'idée de liberté d'expression et d'être ce qu'on veut tout en recherchant d'où l'on vient. C'est un peu le message du film, moi, que je trouve que quand j'ai regardé ce film. Et donc du coup, moi je suis ressorti du film avec une très bonne satisfaction. J'étais vraiment content de l'avoir vu, quoi. Et je l'ai vu en VO. Ouais, c'est une chance. Toi non plus, tu n'as pas pu le voir en VO, voilà, puisque à Montpellier, il ne passe qu'en VF. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment eu un vrai travail. Je peux vous dire que vous avez manqué quelque chose. Mais il y a eu un vrai travail, surtout au niveau des accents. Et j'ai trouvé ça assez ouf, assez dingue. C'est vrai que les personnages sont très bien écrits et je trouve que leur relation aussi marche bien du coup parce qu'on y croit. Marie, qu'est-ce que tu as pensé de Green Book ? Moi, j'ai aussi extrêmement bien aimé. Je l'attendais beaucoup. Et déjà, j'aime beaucoup quand les histoires sont adaptées d'une histoire vraie. Je trouve que c'est toujours très émouvant à voir. Le duo de personnages est très attachant. Les deux sont très très attachants. J'aime beaucoup les acteurs aussi. Donc, je trouve que le casting est très bon. Le jeu est très très bon. Et au niveau de la mise en scène, moi, j'ai quand même beaucoup apprécié la photographie, la lumière, les couleurs qui sont utilisées, la voiture qui prend beaucoup de place, mais qui du coup apporte cette touche colorée. Et j'ai été très impressionnée de l'attention qui était portée aux détails. C'est-à-dire que chaque personnage a une personnalité et on fait tout pour que cette personnalité ressorte, même des choses qu'on ne voit pas forcément. Il y a un exemple tout bête. À un moment donné, Don Shirley demande du coup à Tony Hatch de vérifier qu'à chaque concert, il joue sur un Steinway, un piano Steinway. Et Tony Hatch, c'est quelqu'un qui a une culture bien à lui, qui connaît pas trop ce monde de la musique. Et du coup, il sait pas forcément ce que c'est tout ça. Et du coup, on le voit noter sur le côté pour pas qu'il oublie Steinway avec un A. Et on se rend compte dans une scène où Don Shirley joue sur un piano que ça s'écrit avec un E. Et c'est pas accentué. On va pas avoir une scène où Tony Hatch se rend compte et fait « Oh mon Dieu, je l'ai mal écrit ». C'est juste que ça passe presque inaperçu. Mais du coup, ça étoffe vraiment le personnage. Ça apporte quelque chose à leur personnalité. Enfin, c'est quasi rien. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Et que du coup on s'attache beaucoup à ces personnages, on a l'impression, on sait qu'ils existent, mais ils existent autant à l'écran presque qu'en réalité. Et la fin est très belle et le message est très important aussi. Il y a des passages très très tristes, des passages où on est en colère, où on trouve ça odieux ce qui se passe, et d'autres où on rit beaucoup avec eux. Et je rejoins Edwin quand il dit qu'il a peut-être plus rigolé sur ce film que sur des films qui sont faits pour rigoler. Et du coup, je l'ai beaucoup apprécié et je le recommande vivement. Très bien. Raphaël, je sais pas ce que tu as pensé. Moi, j'ai trouvé que le début du film, par exemple, mettait un peu de temps quand même à démarrer, puisqu'on commence pas tout de suite sur les routes et ça met un peu de temps. Raphaël, qu'est-ce que Non, moi ça m'a pas dérangé le début. Je trouvais qu'on cernait un peu le personnage de Viggo Mortensen, donc ça m'allait bien. Par contre, c'est vrai que je voulais envoyer ma haine un peu à Edwin parce que
J'aime bien la VF en général, mais je trouve que la VF de ce film est pas super bien réussie, notamment sur les accents. L'accent italien paraît assez ridicule. Ça fait tout le temps cheap en français quand on essaie de refaire les accents. Alors je vous dis pas sur la mule. Non mais pour le doubleur en tout cas de Viggo Mortensen, c'est vrai que comme le personnage Valley Longa est italien, on comprend pas parce que des fois il va prendre un accent à la fin de la phrase, alors que pendant le reste de la conversation, on n'en aura pas du tout. Donc c'est vrai que ça fait assez bizarre. Sinon, pour revenir au film, je trouve que c'est un film, un buddy movie, on peut parler de buddy movie. Ah oui, donc cette relation est assez bien écrite. Ça, je ne vais pas vous contredire. J'aime bien aussi le fait que les personnages soient écrits sans non plus évoluer trop. On peut avoir ça dans des films, des films dramatiques où on va avoir un personnage totalement fermé, totalement pas un but de soi-même, mais voilà, qui regarde un peu les autres avec dédain, qui a un peu d'irrespect envers les autres personnages. Là, par exemple, ce personnage-là va changer, mais très peu. Enfin, c'est-à-dire qu'on va garder les mêmes expressions. Le personnage de Viggo Mortensen va pas forcément tout de suite être ami de Don Charlie. Voilà, ami de Don Charlie et considérer la cause des Afro-Américains. Même à la fin du film, sans spoiler, c'est pas quelqu'un non plus qui va être investi dans ce combat-là. C'est juste quelqu'un qui va être touché par cette personne. J'aime bien aussi l'écriture avec la musique. Je fais attention à ça et j'aime bien la citation notamment de Nat King Cole qui revient à la toute fin pour clore le film musicalement, sans spoiler non plus. Non, sinon je trouve que c'est un beau film. Sinon je trouve que c'est un beau film, mais ça manque vraiment de virtuosité dans la mise en scène, parce que la seule scène qui m'a vraiment marqué, c'est celle où on a les deux personnages qui s'arrêtent parce que je crois que la voiture non, quand il pleut là. Non, parce que la voiture a un problème, je sais plus pour quelle raison, et il s'arrête devant un champ et du coup il voit plein d'esclaves afro-américains. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un plan qui m'a marqué, mais sinon le reste du film, j'ai pas. La scène du club à la fin de blues là. Moi je sais pas, c'est sympa, il y avait de l'élan. Oui, non, pas de plans qui m'ont marqué à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un très beau moment aussi. Et du coup, tu parlais de buddy movie, tout ça, mais c'est vrai qu'en fait on retrouve beaucoup de choses que Farrelly il avait déjà avec son frère. Le road movie, il y avait déjà ça donc, dans Dumb and Dumber, dans Foodie Rain, tout ça. C'est marrant qu'on retrouve ça, mais dans un film beaucoup plus lisse cette fois dans ce qui est dit, puisqu'il n'y a pas de gros mots, de blagues à base de caca, tout ça, comme on a pu avoir chez les frères Farrelly. Et du coup, ce qui est bien aussi, excuse-moi je te coupe, mais dans le montage, je trouve qu'il y a un rythme qu'a Farrelly et qui rend le drame pas du tout chiant. Enfin, le film est pas du tout chiant, alors il fait 2h10, c'est une relation qui est basée vraiment sur le dialogue. La mise en scène de l'image est assez pauvre, je trouve. Donc le rythme, dans le montage, je trouve que c'est vraiment réussi, et Peter Farrelly a gardé ce côté du montage comique. Dans la direction des acteurs aussi, je pense aussi. William, sur Green Book, pourquoi on finit par toi, tiens, vas-y. Du coup, je vais être. Non, mais tu vas nous parler, je suis sûr, des Oscars, parce que c'est un film qui n'est pas très marquant et qui est bien sans l'être, mais je veux dire, il va gagner un Oscar sûrement. Je vais commencer par le positif, parce qu'après, effectivement, je vais dire pas mal de trucs négatifs. Donc déjà, le film est sympa, c'est pas un mauvais film. Là n'est pas le problème pour moi. Le jeu d'acteur est parfait, les deux sont très très bons. J'ai Oscar ou pas? Je pense que même si je trouve que le film, comme je vais le dire par la suite, ne sert à rien pour moi, mais est totalement passable et lisse, comme tu l'as dit, et vide. Mais oui, pour moi, il faut que je le donnerais plutôt à Mahershala Ali, parce que je trouve meilleur que. Mais en second rôle d'ailleurs, il va l'avoir, ce qui est pas très logique. Après, sinon, pour le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la mise en scène, c'est pauvre, il n'y a rien. Bien sûr, comme tu as dit, Gaël, tous les films n'ont pas besoin d'avoir une mise en scène qu'on voit. Ouais. Bien sûr. Là, pour le coup, il n'y en a vraiment aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un plan qui m'a bluffé, où je me suis dit sur le moment devant le film, waouh. La photographie, j'entends ce que tu as dit, Maré, au niveau de cette couleur un peu gris bleuté. C'était pas mal, mais après, je trouve que le développement de personnage de Viggo, on le montre au début du film comme quelqu'un de toi, c'est ton pote, très raciste. Viggo Mortensen de Viggo. Viggo. C'est ce qu'il y a en Espagne, tu vois, ça va bien. Voilà. Non, mais je trouve que Viggo, au début, on essaie vraiment de le montrer comme quelqu'un de raciste, et puis au final, tout le long du film, il l'est très peu, voire quasiment pas du tout. Donc je trouve que l'évolution est quasi nulle déjà. Donc pour moi, c'est un gros défaut sur le film. Et après, en fait, c'est facile.
Facile dans le sens, évidemment ça va nous émouvoir au niveau de l'histoire bien sûr, évidemment ça va être drôle, c'est bien fait. En fait c'est un bon, ce que je veux dire n'est pas bon dénigrant, hein. C'est un bon film du dimanche soir en fait. C'est-à-dire que c'est du bon message, l'histoire est sympa, mais en soi le film n'apporte rien, c'est-à-dire que limite l'histoire dans le bouquin c'est peut-être mieux, ou même dans une émission où quelqu'un aurait raconté cette histoire-là, ou si on avait contacté sa famille ça aurait été plus intéressant. Là je trouve que l'apport du film n'a pas grand-chose d'intéressant. C'est sa famille qui l'a écrit, oui, voilà. Oui, non, mais, ils ont même joué dedans. Et ils ont joué, ouais. Et c'est facile quoi, c'est forcément ça va t'émouvoir, forcément tout est facile. En fait c'est plus un acte politique, donc là je vais venir aux Oscars. C'est juste un film politique quoi. Là, c'est ton deuxième point du coup. Ouais. Après je me dis bref c'est un film politique qui est juste là pour parler d'un sujet ancien mais qui reste encore d'actualité, parce que l'Amérique d'aujourd'hui a encore des problèmes entre les blancs et les noirs, donc ça nous parle encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste un truc politique, et j'ai pas envie de me voiler la face parce que ça va continuer, ça fait des années que c'est comme ça, mais je trouve qu'on valorise trop ce film par rapport à ce qu'il est réellement en fait. Voilà. T'as pas d'ouverture sur l'homophobie après ta conclusion, non Ah si, putain, j'ai oublié ça. Cette scène ne sert à rien, je trouve. Le fait de le montrer, je suis pas du tout. Le personnage. C'est le personnage. C'est important que personnage. C'est le personnage, il est comme ça. Il est comme ça, oui. Et puis il y a un espèce de petit twist parce qu'on sait pas trop, et puis. Il pas vraiment un twist. Oui, non, mais parce que quand il en. Ouais. Non, mais j'aurais peut-être aimé justement une scène en plus de discussion après celle-ci sur celle-là. Moi je trouve que c'était un peu lourdeau après. Je pense que Viggo Mortensen c'est pas son truc de discuter de ça. Je pense qu'il veut juste pas trop en savoir. Et d'ailleurs, juste après, ils en parlent devant l'escalier, si je me rappelle bien. Et Viggo Mortensen, on voit tout de suite qu'il botte un peu en touche et voilà, il passe à autre chose. Il dit bon, c'est pas. En gros. On comprend que là, c'est genre un peu trop pour lui, quoi. C'est un peu trop pour lui, mais il accepte. Voilà. Et la fin, par contre, je suis désolé, mais je trouve que c'est ultra cucu, mais. Moi, je trouve que ça fait un peu du bien de se dire. La vie est belle, putain, c'est bien cucu. Non, mais voilà. C'est encore dans le truc de facile. Mais non, au contraire, je trouve que c'est pas facile parce qu'en vrai, aujourd'hui, on veut trop faire des fins genre en mode non, mais là, on sait pas, et puis après, ça se termine sur un truc, genre peut-être qu'il va y avoir le 3 qui va bientôt sortir. C'est méga chiant en fait. Donc là, en fait, c'est juste en accord avec le film, il n'y a pas besoin de faire un truc fou. Et tu vois, encore la mise en scène, moi je trouve que c'est sûr que ça m'énerve qu'il n'y ait pas de truc plus intense, etc. Mais par contre, la fin, en fait, elle est très bien simple et efficace et ça va très bien avec le film et l'histoire, etc. Moi, ce que j'aime bien dans cette fin, c'est que pendant tout le film, je me suis dit, est-ce que ça va être une fin lourde ? Parce qu'il y a plein d'éléments qu'on nous met pour enrichir le film, c'est-à-dire la relation avec Mahershala Ali et son frère, notamment, je crois. Ouais, qui aboutit à pas grand. Enfin, je spoil depuis tout à l'heure. Alors dès qu'il dit je ne spoil pas, c'est que je spoil. Non mais voilà, donc là je vais spoiler autre chose, mais par exemple le problème d'argent de Viggo Mortensen et sa famille, ça on va pas non plus voir que il en a plus du tout. C'est compréhensible, enfin on comprend que c'est dans les têtes des personnages, mais c'est pas, on le voit pas, donc ça je trouve que c'est pas grossier, donc j'ai bien aimé la fin qui est touchante sans non plus marquer le trait, ils ont tout réussi, maintenant ça va mieux dans leur vie, tu vois. Et moi je pense que c'est parce que c'est adapté d'une histoire vraie, parce que sinon il grossirait ça, et j'ai eu peur parce que Peter Farrelly c'est pas non plus quelqu'un de très doué que pour mesurer les choses, voilà, donc voilà, j'ai eu un peu peur, mais ça va. Gaëlle, tu voulais ajouter un dernier mot ? Juste que du coup pour les Oscars, je suis quand même d'accord que c'est pas, enfin voilà, pour moi c'est pas un grand film qui devrait être dans mes Oscars, moi en tout cas, mais par contre je préfère un film politique dans les Oscars qu'un film Star Wars vraiment américain de merde. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais moi je suis ultra idéaliste, mais je parle dans le vent pour rien dire, dans le sens que j'aimerais que à Cannes on récompense des films de genre, donc ça sera toujours des films d'auteur, et j'aimerais qu'aux Oscars il y ait un petit peu de tout, sauf que c'est pas comme ça, ça sera jamais comme ça quoi. Mais les femmes, notamment. C'est une normalité. C'est logique. Un film réalisé par un exhibitionniste, tout ça, je trouve que c'est logique par rapport à ce qui se passe à Hollywood. Non, vous savez pas, Peter Farrelly il était exhibitionniste et tout. C'est sorti, et le producteur a fait des tweets islamophobes, du coup. Ça, oui, j'avais vu, il a marché dans le film, donc c'est pas logique, voilà. Bon, mais voilà, j'en dis pas plus. Mais il y avait pas le Peter Farrelly. D'accord. Peter Farrelly exhibitionniste, il y avait pas ça. Ah non. Ça vous l'avez pas. Ah, dommage. Bon. Mais c'est pour ça qu'on est triste. Allez, on va rester sur les routes américaines avec notre deuxième film de la soirée, La Mule, mais cette fois-ci on sera en compagnie de Clint Eastwood. Bonne annonce.
Need help, sir? Family's the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family. I thought it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home. I didn't deserve forgiveness. This is the last one. So help me God. For what it's worth, I'm sorry for everything. À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui, en apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Dans l'histoire, Earl Stone, c'est Clint Eastwood. C'est lui qui le met en scène et qui joue le premier rôle, ce qui n'était pas arrivé du coup. On en a beaucoup entendu parler depuis Gran Torino devant sa propre caméra, parce que bien sûr il avait joué dans d'autres films. Et on a aussi au casting Bradley Cooper, Michael Peña et Laurence Fishburne dans La Mule. Je sais quoi parce que je sais pas le nom de l'actrice, mais celle qui joue la femme de... ouais, qui joue... Je trouve qu'on peut la citer parce qu'elle est... Diane West. Qui fait sa femme, ouais. C'est ça, qui joue Marie. Voilà, Diane West. William, tu parlais, débute sur La Mule. Allez. Donc après l'année 2018 où on a pu voir le 15h17 pour Paris, qui a été unanimement décrié et à juste titre. Dans le flop. Juste dit, vu que c'était un très très mauvais film, du coup on retrouve Clint Eastwood donc devant et derrière la caméra comme tu l'as dit. Et je trouve que c'est drôle parce que les deux films n'ont rien à voir, mais pour moi Green Book et La Mule se rejoignent dans le fait que c'est pareil dans le truc de ce que je voulais dire de la facilité, dans le sens que c'est pareil au niveau des sentiments et en fait je sais pas si c'est à cause de son vieillage, mais Clint Eastwood est pas du tout ne prend pas des pincettes, enfin il est pas du tout il y va pas avec les pincettes avec le dos de la cuillère. Non, c'est pas ça, c'est un mot. En tout cas, il est pas subtil, tout à fait, voilà. C'est pas quelqu'un de subtil, donc c'est facile, comme j'ai dit tout à l'heure pour Green Book, quoi. Les scènes qui veulent te faire pleurer, elles sont bien là pour te faire pleurer. Les scènes qui veulent t'énerver, elles sont bien là pour t'énerver, comme dans Green Book. C'est pour ça que je trouve que les deux films se rejoignent. Après, c'est quand même assez étonnant parce qu'il y a très peu de films où on voit des acteurs aussi vieux, donc rien que pour ça, c'est dingue. C'est des acteurs de 90 ans qui jouent dans des films, mais t'en as très très peu au final. Et après, que dire c'est un peu en soi c'est un peu je rappelle que tu as aimé le film. Oui, c'est ça. aimer c'est beaucoup trop exagéré. Non, c'est un peu une suite de Gran Torino. On dirait qu'on retrouve un petit peu le même personnage avec 10 ans plus tard, je trouve. Et ça a été pas mal dit sur des vidéos que j'ai vues de critiques sur YouTube, et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un film sur sa vie, parce que c'est quelqu'un qui a du coup un petit peu délaissé sa famille à cause des tournages, des nombreux tournages qu'il y a eu dans sa vie. Et c'est vrai que qu'on ressent que si on voit le film de ce point de vue-là, on ressent vraiment qu'il parle de lui et que le personnage de Earl Stone, c'est un petit peu lui à son image. Ah oui. Donc, la scène avec les lesbiennes, par exemple, la moto. Bon. Entre autres. On en parlera. Ça c'est un des trucs qui m'énerve notamment, c'est que c'est tous les films de Clint Eastwood, c'est ça tout le temps, quoi. Et à un moment donné, relou, truc sur... c'est drôle, l'humour noir, mais tu fais ça à chacun de tes films. À un moment donné, tu vois la blague sur les haricots rouges dans un champ de maïs, elle est drôle, très bonne blague à ressortir, mais merci quoi. Tu sais que du coup, moi j'ai pas vu Gran Torino par exemple, et mais c'est pareil, c'est juste sur les Asiatiques. Voilà, mais tu vois, ça m'a surpris qu'il y aille comme ça frontalement. Non, c'est pareil sur les Asiatiques. Voilà, c'est à chaque fois pareil et c'est tellement tiré par le truc du vieil homme qui je suis vieux, donc moi tout ce qui est nouvelle technologie et portable, waouh, pas du tout étonnant, on n'en parle jamais de ça, pas du tout subtil. Putain, enfin bref. J'avais pas aimé ce film. Tu veux le dire finalement? Non, mais ça va parce qu'en soi le film passe crème, il passe vite, on s'ennuie pas du tout, et c'est assez c'est encore une fois on sort de road trip quand même ce film, et c'est un plaisir, personnellement c'est quand même un plaisir de se retrouver avec Clint Eastwood. Il y a un truc, il y a un côté légendaire. Oui, voilà. En fait, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus des grandes figures comme ça, que ce soit chanteurs, acteurs, ou on en a de moins en moins, en fait, parce que tout va tellement vite qu'une star est passée par une autre. Donc les grandes stars d'avant sont
il y en a de moins en moins, donc c'est avec toujours de plaisir, mais c'est du plaisir de le retrouver. Mais comme j'ai dit, c'est pas du tout subtil, sans parler de la scène où il va dans la maison du grand Manitou de la droga. Colombie et tout, voilà. Non, super qu'il soit dans le film, c'est cool. Mais bref, aucune subtilité, quoi. On sent quand même un mec de 90 ans qui par moment perd un petit peu la tête et ne sait pas réellement. En fait, le film ne sert pas à grand chose parce que, par exemple, l'enquête du FBI, il y a le pied-team, il sert à rien. Laurence Fishburne sert juste à dire ok, j'accepte. Non, il dit tu es sûr ? Ouais, et après il fait oui, ok, voilà, toujours ça. Mais c'est vrai que l'enquête, elle ne sert strictement à rien. Et Bradley Cooper ne sert à rien non plus. Ouais. Et puis aussi, sa relation avec, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais avec les Mexicains, elle est très bizarre parce que genre, il y va une première fois et après on dirait que c'est sa famille, le truc. Et quand il les revoit une deuxième fois, c'est genre, tu vas bien, comment vont tes petits-enfants ? Non, mais je trouve que les relations ne fonctionnent pas du tout dans ce film. Raphaël, sur la mule. Non, moi j'ai pas non plus aimé, mais sans dire que c'est un. C'est pas un mauvais film, voilà, mais mauvais, mais c'est clair. Là, déjà d'un point de vue technique, la photo est pas exceptionnelle. Là, je sais qu'il a changé de chef-op. Là, c'est un chef-op canadien qu'il avait pas l'habitude d'avoir. Sur Gran Torino, il avait un peu la même équipe, c'est le même scénariste. C'est un peu dommage parce que sur Gran Torino, le film est exceptionnel, c'est un monument. J'adore ce film parce que ça parle d'une. Ça ressemble un peu d'ailleurs à Green Book dans cette relation. Green Book en plus moderne. Dans cette relation entre un personnage qui est raciste et qui a vécu déjà la guerre, tout ça, et du coup une minorité dans ce cadre-là, je crois que c'est les Coréens. Voilà, c'était un film exceptionnel, donc j'y suis allé en me disant, en plus j'ai vu les notes, je sais qu'il est extrêmement bien reçu, en me disant bon, ça peut être un bon film, même si c'est vrai que son dernier film n'était pas exceptionnel, 15h17 pour Paris. C'est le cas de le dire, surtout médiocre. Franchement, c'est médiocre. Surtout qu'il a une fascination, fascination pour le réel, Clint Eastwood. Souvent, dans 15h17, il a pris les acteurs qui ont, les personnes qui ont vraiment vécu. Un réel très américanisé par contre. Un réel américanisé, là on sent la dramatisation dans La Mule, ça se voit à des kilomètres, notamment la scène qui est une bonne scène parce qu'elle me fait un peu rire, avec la rencontre de Bradley Cooper et Clint Eastwood, où de discussion autour de la scène de discussion qui est un peu marrante parce que on sent que les deux ne se connaissent pas, mais sans ça je trouve que le seul personnage qui est vraiment intéressant dans le film c'est Bradley Cooper et il est mal écrit. Comment tu peux dire ça parce que on voit tellement peu de temps et certainement à rien. Mais non, mais moi j'ai trouvé qu'il était assez juste quand même. Pour moi Bradley Cooper c'est le plus intéressant parce que il est je sais pas, j'aimerais enquêter avec lui, mais on nous montre trop Clint Eastwood. Ouais. Sûrement que dans un autre film, d'ailleurs, on serait du côté de Bradley Cooper. Bon, c'est vrai que par contre, c'est un gars qui. Une mule de 90 ans, c'est pas commun, donc je pense que c'est ça qui a attiré aussi. Mais c'est dommage parce que, même si on a raté le début parce qu'on est arrivé un peu tard, mais. Moi ça va. La photo mais en tout cas, le personnage, tu le cernes assez vite. Le personnage de Clint Eastwood, c'est un peu, je pense qu'on pense pareil, c'est que c'est grossier même dans l'écriture, quoi. Oui, dans l'écriture, puis c'est lui, quoi. C'est lui, il faut arrêter de se mentir. Il est fait pour juste se mettre lui à l'écran. Tu sens aussi qu'il y a une crise de la 90e. Non, avec qui a un peu d'argent et qui essaie de tout sauver autour de lui pour maintenir tout le monde alors qu'il peut pas vraiment. Enfin, sa femme a des problèmes de santé. Enfin, tu sens qu'il y a un personnage intéressant, mais il évolue tellement mal que, je sais pas, je trouve que j'aurais plus aimé voir l'enquête écrite autour de voilà ce mythe, un nonagénaire qui est une mule, quoi. Ça parle un peu sur le live. Hugo trouve par exemple que ça fait quand même assez impressionnant de voir ce que Clint Eastwood arrive encore à faire à son âge. Et est-ce que je dois lire la blague de Florent ? Moi je pense que c'est drôle quand même, je peux la lire. Bon, et ben alors il dit Clint n'arrêtera donc jamais de faire des films. Quelle tête de mule. Voilà. Il a bien raison. Donc Gaël sur La Mule. Sur La Mule. Alors, c'est un film maîtrisé. Donc Hugo, tu as raison de dire qu'il sait encore faire des films, et ça peut être impressionnant de savoir faire un film maîtrisé à cet âge-là. Il sait construire quelque chose de dramatique, quoi. Voilà, comme disait William, il sait faire pleurer à ce moment-là. En gros, il gère le truc, quoi. Mais et on s'ennuie pas spécialement. Par contre, c'est vraiment un film des plus conventionnels que j'ai vu, quoi. C'est méga conventionnel. Et vraiment, on sent que on sait qui est derrière ça, quoi, parce que vraiment
c'est blanc, hollywoodien, patriarcal, enfin tout l'Amérique, tout ça. C'est-à-dire c'est un scénario vu et revu du mec qui fait genre n'importe quoi dans sa vie et qui veut se faire pardonner déjà de Clint Eastwood, donc un personnage qui a déjà écrit beaucoup Clint Eastwood, mais en plus même en général je trouve que c'est tellement ce truc là des hommes qui ont trop travaillé, oh mince j'avais trop travaillé, est-ce qu'on peut me pardonner finalement, après c'est une réalité d'une certaine génération qu'on n'a pas connue là ça fait 80 ans, au bout d'un moment oui, enfin moi je trouve que ça me fatigue parce qu'en fait ils m'intéressent pas ces gens là, genre j'ai pas envie de les pardonner donc ils m'intéressent pas du tout. Aussi, moi je trouve mais après c'est peut-être je sais qu'on en a peut-être beaucoup parlé ou quoi, mais c'est une certaine ouverture du coup d'aller, tu dis que ça ne t'intéresse pas, mais alors eux ils peuvent aussi te dire ça m'intéresse pas tes histoires à toi, tu vois. Non mais d'accord, mais c'est juste que je trouve ça inintéressant de parler toujours des mêmes personnes, des blancs américains patriarcaux, je sais pas comment on dit, oui. Tu vois, mais du coup qui ont trop travaillé, qui ont pas du tout fait attention à leur famille parce que c'est des hommes, ils ramenaient la bouffe à la maison. Enfin, moi je trouve que c'est juste inintéressant de t'envoyer des mêmes gens en fait, ça m'intéresse vraiment pas. Et je trouve qu'en plus on comprend pas trop les points de vue ni l'intention finalement. Enfin je trouve que c'est un peu flou. Les dialogues aussi sont mal décrits. Bon, la VF aide pas, mais voilà. Les situations aussi des fois sont hyper étranges ou pas assumées, je trouve. D'un coup ça arrive comme ça, c'est hyper chelou quoi. En fait, excuse-moi, mais je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il veut faire des changements, mais tellement anecdotiques, c'est-à-dire il va mettre des lesbiennes des lesbiennes, ils vont être caractérisées que en lesbiennes d'ailleurs, ça vient. De motards, et par exemple il va croiser un couple de noirs, il va dire, enfin tu vois, il est anecdotique, tu vois, donc c'est pas intéressant ce personnage, mais il n'est pas intéressant. En t'entendant dire ça, je me dis, mais en fait c'est comme 15h17 pour Paris. Du genre, il sait pas trop. Il met des petites scènes comme ça, un peu bizarres. C'est anecdotique, ça ne sert à rien. Pas bien mis dans le scénario. Et ouais, je trouve que c'est bizarre parce qu'en fait, il arrive pas à construire son personnage sans ces scènes. Donc en vrai, c'est inutile pour moi. Du coup, ça fait des trucs hyper gênants. Dont, attends, j'ai marqué la scène finale, mais je m'en rappelle même plus maintenant en fait. Je l'ai marqué, mais je sais plus ce que c'est. En tout cas, c'était gênant pour moi. Ah ouais, à skip. C'est pas où il retourne pas dans en prison. Ah oui. Ah oui, non mais moi je la trouve nulle. On se demande où fait-il du jardinage. Oh mais c'est en prison. Ah non mais j'avais vraiment passé. Et puis et du coup non forcément je dois parler de ce qui ne va pas, c'est-à-dire que vraiment sous couvert d'un petit blague, oui, d'être un petit mec qui fait des blagues, parce qu'un petit vieux con quoi, un petit vieux con, et il fait des blagues horribles en fait, tout simplement. Il fait des blagues horribles, enfin pas des blagues sur les noirs, mais en tout cas sur les mexicains, puisqu'il fait la fameuse blague du haricot rouge, hein, voilà. Et puis sur les femmes lesbiennes, mais c'est tellement gênant. Alors c'est même pas une blague en fait. Non mais c'est même pas une blague, mais c'est juste la blague du film, c'est-à-dire qu'en gros, parce qu'il rencontre des motards femmes du coup lesbiennes, qui s'appellent les lesbiennes à moto. Non, c'est les Gwyn à moto, pardon. Il se permet du coup de lui aussi en réenchérir sur ça, et en plus vraiment je trouve que ça fait très stéréotypé de dire c'est des motards, elles sont lesbiennes, tout est nul. Et elles ont les cheveux courts aussi. Avec du gel et un petit piercing. Elles font garçon aussi. C'est genre Clint Eastwood accepte en fait les lesbiennes tant qu'elles sont bien dans la figure qu'elles devraient avoir. Il utilise le mot Gwyn d'ailleurs. Oui, et lui-même il les réutilise après, ça me supporte pas ça. Tout est très lambda. Du coup moi ça me fait trop de peine. Bradley Cooper, maintenant ça fait moins de peine après Star is Born, mais il est hyper mal utilisé. Je veux dire c'est nul, son rôle est hyper plat. Enfin voilà, c'est nul. Mais rapidement, et après Marie. Je vais faire une ouverture donc vas-y. Alors vas-y Marie d'abord. Et après William, et on passera à autre chose. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Si je devais citer un film qui servait à rien, ce serait celui-là. Je trouve ça très impressionnant. Et t'as pas vu Les Petits Flocons, hein? Non, effectivement. Lui est pire. Je trouve, très impressionnant qu'à cet âge-là, Clint Eastwood fasse encore des films, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'il arrête. Tout simplement. Parce que la vie va le faire arrêter, parce qu'à un moment donné, tu peux pas vivre 145 ans. Juste avant que sa vie l'arrête, et il fait ça. Et non. Je n'ai rien retenu de ce film, il y a des trucs que je m'en souvenais même plus. Niveau mise en scène, maîtrisé certes, mais j'ai rien retenu, il n'y a rien de grandiose. Tout à fait classique. Bon, le personnage, Gaël, on a très bien parlé, de toute façon, c'est Clint Eastwood qui fait du Clint Eastwood, c'est un stéréotype à lui tout seul. Il est devenu un cliché de lui-même, et je trouve ça pas du tout intéressant à voir, c'est toujours le vieux con américain, donc on l'a vu 1000 fois, comme vous l'avez dit. Et le problème qui se passe quand tu essaies d'adapter un fait divers sur un film de 2 heures, c'est que t'as pas grand chose à dire. Il avait absolument rien à dire dans son histoire. Alors il aurait pu fictionnaliser un petit peu, machin, mais sur des choses qui étaient intéressantes. Il l'a pas fait. Il aurait pu accentuer un peu sur la famille, sur le personnage de sa femme, Marie, qui avait l'air d'être très intéressant. Parce qu'elle s'appelle Marie. Complètement. Déjà. Mais elle est complètement effacée. Andy Garcia.
J'ai vu à la fin que c'était Andy Garcia, je l'avais même pas reconnu. Il est invisible complètement. Bradley Cooper, fade. Laurence Fishburne, invisible aussi. Ah oui. Je suis triste de voir un casting. Finalement, avec des c'est un remake des Invisibles, ce film-là. Rien n'est intéressant pour ce film, je ne le conseille absolument pas. Et je suis triste que Clint Eastwood finisse sa carrière sur des films tels que ceux-là. Et juste, je me suis rappelé quand même aussi de du coup, son comportement avec les femmes, mais qui me sidère. Oh là là, et les plans de la scène. Ah oui, c'est ce vieux dégueulasse, ça me dégoûte quoi. Ça aussi. Non, mais il met des femmes sexy partout. Et faut pas lâcher le truc de la drogue. Faut pas lâcher Clint Eastwood au Mexique, je vous le dis. Ah non, mais il fait des ravages. Non, mais moi j'ai peur qu'il ait utilisé ça d'un point de vue comique. Tu vois, un peu le vieux qui a rencontré un couple de noirs, le vieux qui va voir des. Ah mais ça. J'ai oublié la scène avec les noirs qui crèvent une. Le vieux qui rencontre des lesbiennes. Ça fait plaisir d'aider des gens. Oh oui, putain. Oh la gênance que j'ai eu dans la salle à ce moment. Juste drôle. Et le résumé, je trouve qu'il me montre bien en fait ce qu'est le film, c'est-à-dire que tu dis il fait la mule sans savoir là à un moment. C'est totalement vide, en gros c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros c'est faussement naïf quoi. Genre sans le savoir, genre il le sait très bien. C'est quoi ce résumé qui dit n'importe quoi déjà, et en plus il le sait très bien. Bon, les résumés parfois je vous trouve très très ironique parce que vous reprochez à la mule des choses qu'on doit reprocher, genre exactement pareil pour Green Book, mais c'est pas grave. Je ne trouve pas. Mais juste pour faire une ouverture, en vrai, quand on y réfléchit, est-ce que Clint Eastwood est un grand réalisateur au final quand il réfléchit, je sais pas, tu vois. Bah il le fut certainement. Grande Tyrannie, tu l'as vu? Oui, mais après. Quand même, Impitoyable, tout ça. Après, moi, j'ai pas vu. À part Impitoyable et Mystic River, après, je pense qu'on peut toujours. Million Dollar Baby, un monde on parfait. peut toujours retirer des trucs négatifs, même de Million Dollar Baby ou American Sniper, je trouve qu'on peut toujours retirer des trucs. Allez, bon, ça fait déjà beaucoup de films qu'elles t'ont cité. 15h17 pour Paris. Ok, il y a des petites erreurs comme ça, c'est pas grave. On va maintenant prendre un peu d'altitude pour glaner nos petits flocons en compagnie de Joséphine Demeaux. C'est parti pour la bande-annonce. Je peux pas skier, je prends des anticoagulants, j'ai une phlébite. Bonne journée, capitaine Crochet. Le capitaine Crochet, il a un problème à la main, pas au pied. Une blague, mon gars. Je suis pas un acteur, pas un sportif. Est-ce que je suis une grosse chanteuse égyptienne? Non. Je suis... Gros. Oui. François Hollande. Ouais. Bonjour, Samy. Mon co-détenu, il adorait cette plume. Pourquoi? Il a mangé les jambes de sa femme. Ah. Bah, avec la mienne, il aurait été calé. Il en aurait pas repris 2 fois. T'as vu Céleste? Quoi, Céleste? Elle est amoureuse de son moniteur de ski. Qu'est-ce qu'il a, Thierry? Il arrête pas de la faire rire, il a une super tête, donc voilà, ça va bien. C'est la crise de la quarantaine, ça, non? Non, rien à voir, j'ai 38 ans. Ah Mais je reste pas avec lui! Alors, la miss, t'as dit donc? Déstresse un peu, là. T'es déformé, c'est pas grave. Aïe, attends. Non, c'est moi. Non, bah, moi. Ça va, ta maman, Céleste? Bah non, elle a une phlébite. Mais c'est pas sexuel, hein. Ah, c'est chiant, c'est une marche. Vous en aide, hein? Et hop là. Merci. Petit bisou. C'est facile à faire, hein, je peux... Non, t'es pas obligé de te piquer, hein. L'héroïne, ça se sniffe. Tu m'as dit qu'il avait juste eu des problèmes de drogue! Bah, il en a plus, il a tué son dealer! Mais arrête! Samy! Oh putain, je suis mort! Allez, on y va, on me dit. On marche pas sur les pistes de ski, là, madame! Pourquoi vous m'appelez madame? Est-ce que je vous appelle Pépé, moi? Pépé. Tu as mis où, Samy, l'ordonnance? T'entends plus. Voilà, des petites blagues bien sympas de Joséphine Demeaux et de Jeanne Herry qui écrit aussi le scénario. Des sommets enneigés, le ciel bleu, en vacances à la montagne, Vanda ne peut pas skier. Sa jambe a triplé de volume à cause d'une phlébite. Pas de veine pour une mannequin jambe. Pendant que son mari Thomas et leurs 2 enfants s'éclatent sur les pistes, Vanda se console en s'occupant de son invité Samy, un ex-tolard franchement sorti de prison. Mais les moniteurs de ski et l'air de la montagne ont tôt fait de monter à la tête tout ce petit monde. Donc un film de et avec Joséphine Demeaux, mais aussi Grégoire Ludig, Gustave Kervern, réalisateur d'I Feel Good et Mammouth et compagnie, avec son comparse dont j'ai oublié, Benoît Delpine, c'est ça. Voilà, et puis on a des petits guests aussi, mais alors Gaël, on est que 2 à l'avoir vu, donc Gaël, tu peux commencer sur le petit flocon. Alors je le conseille ça va être pas rapide, vraiment, je pense. mais je vais être moins féroce quand même qu'avec la mule. On sent quand même qu'il y a une vraie envie du départ, un truc personnel, etc. Enfin, elle avait fait un documentaire avec Joséphine Demeaux avant sur la même sur le syndrome du moniteur de ski. Donc on sent quand même qu'il y a vraiment une envie, etc. Et des choix qui sont assez courageux, je trouve, dans le film. Ça passe assez vite, c'est mignon, c'est assez aussi feel good.
Certaines répliques sont bien trouvées, drôles et un côté méta assez agréable, notamment avec Grégoire Ludig et les moniteurs de ski pas très loin, enfin sans des références. Le scénario par contre n'est pas très fluide, il y a des scènes qui se juxtaposent un peu difficilement, c'est un peu bizarre de passer d'une scène à l'autre. On en parlait, on sait vraiment pas au début en fait où elle veut nous mener en fait, Joséphine de Meaux, on sait pas où. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué de comprendre les personnages, leurs fonctions, leurs relations aussi. Ouais, on comprend pas trop l'intention de départ, quoi. Enfin, on comprend pas ce qu'elle a voulu faire. Ni point de vue. Il y a certaines situations et personnages et dialogues très étranges aussi. Je sais pas, c'est pas vraiment assumé du coup. Enfin, je pense pas que ce soit assumé. Je sais pas si c'était voulu comme étrange ou pas. Mais par exemple, à un moment, il y a des gens qui lui parlent de façon enfin, en gros, tout le monde s'adresse à elle un peu bizarrement, mais en même temps, c'est pas. On comprend pas trop. Totalement absurde non plus. On comprend pas. C'est genre juste. C'est un ovni cinématographique ce film. Non, je déconne. À elle comme ça. Enfin, c'est un peu perturbant de pas savoir où se situer par rapport à ça. Ouais. C'est un peu gênant aussi le guest final. Tu peux le dire, c'est un bronzé. C'est Thierry Lhermitte, du coup c'est un peu gênant cette scène avec lui parce qu'on comprend pas trop et on dirait qu'ils discutent en vrai, que c'est pas écrit et qu'ils sont gênés et qu'ils savent pas trop. C'est vrai que je suis d'accord. En fait, alors toi, elle savait pas comment écrire cette scène. Ça va. Et on comprend pas trop. Mais Thierry Lhermitte joue Thierry Lhermitte ou il joue un moniteur de ski? Non, il joue un moniteur de ski. C'est logique parce qu'il joue un moniteur de ski dans les bronzés. Non, je pense pas. Ils ont filmé comme ça. Je sais pas trop, mais ouais. Et du coup, moi, c'est ce que je me suis dit, mais. Quand même. La naïveté, malheureusement, ne dépasse pas la grande maladresse du film. Donc, c'est un film que j'ai envie d'encourager, mais qui n'est pas vraiment efficace cinématographiquement. C'est un film qui a plein de mots. Exactement. Ouais, après j'ai trouvé que les engueulades elles fonctionnaient quand même. Parce que ça s'engueule beaucoup. Très bon, je trouve, dedans. Et Gustave Kervern aussi qui est très bien dans ce type de rôle. Voilà, t'as tout dit. Après, on sent il y a une volonté, tout ça, mais c'est une petite comédie française sans prétention et qui s'oublie très rapidement. Si vous avez raté le début de l'émission, pas de souci, on vous résume tous nos débats de la soirée dans les tops de la semaine. On va commencer par le top 1 de chaque chroniqueur. Edwin, ton top de la semaine? Green Book. J'ai vu que ça, donc. Ouais, mais tu l'as aimé, donc ça. Mais tu l'as aimé à la folie. Donc, voilà. Raphaël? Oui, tout à fait. Moi, c'est Green Book également. Très bien, Marie? Green Book. Vous avez vu un autre film aussi, vous deux? Et Gaël aussi? Oui, Neverending Man. Donc sur Miyazaki. Un film monté sur Windows Movie Maker avec des superbes chapitres. Des erreurs de montage. Exactement, des erreurs de montage, des erreurs de son. Un son qui sature, qui fait très mal aux oreilles. Ouais, une forme vraiment hideuse. La pire qu'on ait vue au cinéma, je pense. Le fond n'est pas forcément le plus intéressant à lire. Alors oui, le film, donc c'est sur Miyazaki qui fait qui va réaliser, qui a fini qui est en train de réaliser un Boro la Chenille, donc un court-métrage pour donc le parc des studios Ghibli au Japon. C'est intéressant de voir quand même de le voir se confronter à une technologie qu'il connaissait pas avant. Enfin, c'est la première fois qu'il utilise du CGI. Enfin, je sais pas si c'était cette technique. L'image de synthèse. L'image de synthèse, je sais pas si. Voilà, le fond a l'air intéressant, mais c'est vrai que c'est 1h10, mais mal mené. Mais c'est filmé n'importe comment. Et comparé 1h10 mais 67 cafés, donc. Alors oui, vous avez vu comparé à l'autre documentaire sur. Oui, qui s'appelle donc Kingdom of Dreams and Madness, qui est vraiment tellement mieux parce que c'est hyper beau et c'est réfléchi et hyper intéressant il va jusqu'au bout du truc et on voit des gens qu'on ne voit pas dans le premier Isao Takahata qui paraît hyper important. Là ça aurait été peut-être plus compliqué de le voir maintenant. Non, c'était la même période au début. D'ailleurs, on n'apprend même pas son décès. Son fils, on voit pas son fils dans le premier. Enfin, beaucoup de gens qui manquent à l'appel et qui sont dans l'autre documentaire. Et c'est tellement plus intéressant. Tout le monde fait les éloges de celui-là, mais je ne comprends pas du tout. Alors que là, il est réalisé par une femme, donc on se demande pourquoi il n'est pas pro. On n'en parle pas trop, mais pourtant, il est vraiment. Il n'a pas eu de sortie en plus en France. Alors que c'est très bête. C'est très bête. En tout cas, pour rentrer sur les retrouvable. Voilà. Ouais, il y a des archives aussi, c'est intéressant. Miyazaki, c'est celui-là qu'il faut voir. Ok. En tout cas, pas Gaël, ton top 1 de la semaine. T'as pas demandé à Marie? Si, elle a dit Green Book. Okay. Et toi, ton top 1, William? Moi, j'ai mis la mule, mais franchement. Voilà, franchement, si on avait bien écouté l'émission, c'est pas celui-là. Et t'as vu un autre film aussi? J'ai vu Les Fauves. Ouais, Les Fauves. Je sais pas qui, on s'en fout. Ouais, avec Laurent Lafitte et Lily Rose Depp. Camille Cotin aussi, étonnamment.
qui est très mauvais. Très très mauvais. La première demi-heure, c'est un niveau film étudiant, mais avec un peu plus de budget forcément. Des films étudiants très bien. Hein. Et après niveau écrit, oui. Tout à fait. Et après niveau écriture de personnages et de dialogue, c'est un niveau 0. Niveau QQ magnifique. Tu as changé Nous sommes ton Mamo, ça a changé ma vie. Ça parle de quoi parce que oui, je connais pas du tout. Alors Lily Rose Depp est dans un camping avec une amie elle qui est jouée par Aloïse Sauvage, qui est une chanteuse dans la vie. Et du coup elles sont au camping et en fait il y a depuis quelques années il y a aussi une sorte de rumeur comme quoi il y aurait une panthère qui séjournerait pas loin. Et il y a eu des disparitions, des gens qui sont morts et tout. Donc en fait c'est un film de genre totalement. Mais bon synopsis de base. Bon synopsis de base. Et après le reste, il y a Laurent Lafitte qui sous-joue vu qu'il est un personnage inintéressant. Il y a Camille Cotin qui surjoue, lequel a aussi un personnage inintéressant. Elle a une griffure du tigre là sur l'œil, comme ça tu captes pas trop, tu te poses pas trop de questions parce qu'elle est là, tu vois, on voit pas trop, tu vois. Et Lily Rose Depp qui joue une fois de plus pas très bien. J'ai vu quasiment tous les films qu'elle a fait et je pense pas que ce soit une bonne actrice. Et je pense que jouer en français ça l'aide pas pour elle parce qu'elle a du mal, dans la diction. Parfois au début des phrases elle bégaye et c'est assez gênant. Bref, c'est très mauvais quoi. Il y a 2-3 plans intéressants quoi. Contrairement à Green Book ou La Mule au niveau de la... Classement de la semaine, du coup, 3ème Les Petits Flocons de Joséphine de Meaux, 2ème La Mule de Clint Eastwood et le film de la semaine, bien sûr, Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly. Avant de recevoir Ambre et Samy de Ciné Campus, Titouan nous sort sa chronique musicale du mois en rendant hommage bien évidemment à Michel Legrand. Name's Bond. James Bond. La chronique musicale du Cinéma Show. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Michel Legrand est mort jeudi dernier, laissant derrière lui une œuvre ample, jazz, baroque, dansante, chantée, rythmée et déchirante. Des thèmes que vous avez entendus 1, 2, 3, 30, 500, 1000 fois peut-être, mais toujours avec le même plaisir. Une œuvre brillante pour le cinéma, évidemment pour Jacques Demy, mais pas que. Alors comment rendre hommage à un si grand musicien et compositeur quand, presque une semaine après sa mort, toutes les radios, chaînes de télévision ou réseaux sociaux ne font que diffuser sa musique ? Tiens, par exemple, en allant voir, pourquoi pas, des interprétations un peu plus rares, moins écoutées. Tenez, Les Moulins de mon cœur qu'il compose pour l'affaire Thomas Crown. Connaissiez-vous la version de Claude François ? Qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne. Ou plus récemment, la sobre et élégante de Juliette Armanet pour l'ouverture du Festival de Cannes. La couleur de tes cheveux. Ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Ou plus étonnant encore, celle pas trop désagréable d'Alain Delon. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tombe à 200 000. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie. Mais moi, la version qui me touche le plus, c'est celle d'Eva Mendes qu'elle interprète pour une pub de Thierry Mugler. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it
Dans un genre complètement différent, il y a bien sûr la fameuse recette du cake d'amour de peau d'âne, dans le désormais sketch culte de Guillaume Gallienne. Votre pas dans une jatte. Excusez-moi, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'une jatte? À part l'île de la Jatte, Ah, ça l'a dit, quoi. Prenez de la farine, versez dans la... C'est volatile, ça, qu'est-ce qu'on en fait? 12 sur 3, 57e. Il est temps à présent, tandis que vous brassez, de glisser un présent pour votre fiancée. Ou la chanson des jumelles, interprétée par les deux plus grandes sopranos lyriques françaises du moment, Patricia Petitbon et Nathalie Dessay. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, et mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, et mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes et là, Jane Birkin qui interprète dans son style languissant habituel bien particulier le magnifique Sans toi du film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide. Sans toi, comme une île déserte. Et puis d'ailleurs, Michel Legrand, c'est aussi, et on le sait moins, des génériques cultes. Celui de Faites entrer l'accusé, initialement composé pour le film de Joseph Losey, Le Messager. Ou encore celui que l'on connaît tous, d'Il était une fois la vie. Ou bien plus surprenant, les fameuses 5 notes à la trompette du jingle de RTL. Oui, même ça, c'est Michel Legrand. J'ai eu si peur. Bien. Et pour terminer, au risque d'être un peu classique, mais tant pis, Michel Legrand, c'est avant tout l'une des plus déchirantes séparations du cinéma. Bien entendu dans Les Parapluies de Cherbourg, un duo ici interprété par Morane et Michel Legrand lui-même. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Alors Merci d'avoir illuminé la musique de film, d'avoir coloré les plus belles comédies musicales françaises, d'avoir su apporter au jazz une nouvelle vie et d'avoir écrit à l'encre indélébile dans ma mémoire d'enfant des refrains inoubliables. Je ne sais pas si je ne pourrais vivre sans toi, mais sans ta musique, c'est tout un pan du cinéma qui n'aurait jamais vu le jour. Je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Michel Legrand, au revoir. Non, je ne... Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Sans toi, je ne pourrais pas pas ma jambe mourrait. Je te cacherai, je te garderai, mais mon souvenir qui nous aidera. Merci Titouan pour ce bel et subtil hommage. Ce soir, on accueille une nouvelle fois Ciné Campus. Cette fois-ci, c'est Ambre et Samy, accompagnés de Vi, qui viennent nous présenter leur deuxième séance qui aura lieu lundi prochain à l'Utopia à 20h30. À l'honneur de cette seconde séance, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, long métrage qui s'ouvrait par une version ralentie du morceau de Venda Jackson, Funnel of Love. Avant de les recevoir, on se réécoute ce classique.
My head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. My head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love. Bonsoir Ambre, bonsoir Samy. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ça va. Pas trop de pression, faut pas en avoir. Non. Non, ça va. Du coup, pour commencer, présentez-nous l'événement de ce lundi. Comment ça va se passer? Oui. Alors, donc cet événement, c'est dans le cadre de Ciné Campus, donc, qui est un cours que nous avons cette année. Et du coup, c'est une programmation. Et donc, nous allons chaque équipe, voilà, donc on programme un film tous les 3 mois, enfin ça varie, ou 2 mois plutôt, et je sais plus. Et donc notre film c'est Only Lover Left Alive, et on est... En gros, on est dans le cadre d'un partenariat avec le cinéma Utopia. Ouais. Et avec le CCU aussi. Et du coup, il y a eu 5 séances prévues. Et du coup, il y a déjà un groupe qui a présenté son film qui était venu. Qui était à la leçon de piano, avec William, ouais. Qui vient de batterie ou deux d'ailleurs. Et du coup, voilà, notre séance, ça sera le 4 février à 20h30 à Utopia. Venez nombreux. De quoi ça parle, Only Lovers Left Alive? Alors, Only Lover Left Alive raconte l'histoire de 2 vampires qui se nomment Adam et Ève. L'un vit à Détroit et l'autre, elle vit à Tanger. Et donc, c'est eux qui déambulent, on va dire, dans leur ville respective. Ils ont chacun une passion liée à l'art. Adam, lui, il adore la musique, c'est un musicien reconnu. Et Ève, elle, c'est plus la littérature, les poèmes et tout cela. Et donc, ils vont se rejoindre pour une raison diverse. Ouais, Ève va rejoindre Adam à Tanger. À Détroit, voilà. Et là, ils vont vivre quelques péripéties. Très bien. Et j'ai vu, alors, deuxième film en sélection officielle à Cannes. Vous avez un partenariat avec le festival aussi, non? Exactement. On aimerait. Qu'est-ce qui a motivé, du coup, le choix de ce film? Vous, personnellement? Du coup, nous personnellement, d'abord le film s'inscrit... Normalement, nous et personnellement, tu peux pas le mettre les deux ensemble. Tu vois, Du coup, le film il s'inscrit dans le cycle, dans une sélection globale par rapport aux autres groupes, etc. Et tout ce qui regroupe tous les films, c'est le fait qu'ils soient beaucoup portés sur la musique. On avait du coup la leçon de piano, on a The Sound of Noise, Whiplash aussi. Ouais, Whiplash. Et du coup, avec Only Lovers Left Alive, ce qui est bien, c'est que la musique a été composée par Jarmusch, par son groupe. Ouais. Et du coup, on retrouve beaucoup des motifs musicaux comme les vinyles. Et tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est en lien avec la thématique du Ciné Campus qui était avec les autres arts, tout simplement. Du coup, il fallait trouver une... du coup, on a pensé qu'Only Lover Left Alive était le film idéal pour ça, vu que c'était il y a plusieurs arts dedans qui sont liés.
Et puis Jim Jarmusch et la musique, c'est quelque chose quand même d'assez reconnu. En plus, il place donc son film à Détroit, une ville qui a été touchée durement par la crise de 2007, mais qui est aussi beaucoup connue pour la musique. Je pense à la Motown, tout ça. Donc c'est vrai que Eminem et son 8 Miles, par exemple. Sinon, c'est un film de genre, ce qui est peu commun chez Jarmusch, même s'il commence à s'y mettre. J'imagine que la relecture du mythe du vampire vous a intéressé aussi. Oui, ce qui est bien avec Jarmusch, c'est qu'il aime bien prendre des genres très connus et les refaire un peu à sa sauce. Et par exemple avec Dead Man, où il a pris un western. Il a pris un western, mais au lieu d'en faire un truc à la Clint Eastwood, il en a fait une espèce de film, pareil, avec un homme qui déambule un peu comme dans la vie. À la Jarmusch, quoi. À la Jarmusch. Voilà. Ensuite, il y a aussi un film de samouraï, par exemple Ghost Dog, pareil, où il a mélangé avec la musique. Du rap aussi, il y avait Wu-Tang Clan, RZA. Je suis un peu perdu là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Un peu stressé. Et sinon, j'ai vu que Claire Cornillon, qui est professeure en littérature fantastique anime, elle interviendra pour la pré-séance. Donc j'imagine que le débat tournera aussi autour des vampires et de leur représentation. En fait, elle est spécialisée du coup en littérature fantastique et du coup on l'a contactée parce qu'elle avait écrit un article sur Only Lovers Left Alive qui était très intéressant. Et du coup, vu que le film aussi parle beaucoup de littérature, on a trouvé ça intéressant de prendre une spécialiste de littérature fantastique, etc. Très bien. J'imagine que vous avez hâte de voir son nouveau film aussi à Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui parlera de zombies. Donc on reste dans la thématique. C'est avec qui, Edwin ? C'est avec Bill Murray, Adam Driver. J'allais dire Adam Sandler, Adam Driver, Danny Glover. Et Selena Gomez. Voilà. D'accord. Un dernier mot, ou rappelez-nous les dates importantes. Le 4 février à 20h30. Donc lundi prochain. Venez nombreux. En plus, le cinéma Utopia. Le cinéma Utopia, puis le débat d'après-film va être intéressant. Déjà la dernière fois il avait été très intéressant. On est parti en petit clash, c'était très rigolo. Petit fight. Non, là ce sera plutôt on va surtout parler des vampires à travers l'histoire et tout. Du coup, je pense que ça peut... Très bien. Venez tôt en général parce qu'il y a pas mal de monde et la salle est assez petite. Tout à fait. Oui. Prenez des places sur YouTube si vous avez le pass culture. Voilà. Exact. Ok, c'est noté. J'invite l'équipe de Ciné Campus à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission d'ailleurs. Cette fin passe d'abord par la chronique Divine. Cette semaine, c'est Nina qui s'occupe de la vidéo ce soir, qui va nous parler d'une femme importante dans le cinéma français. C'est parti pour Divine. Je suis cinéaste, universitaire et réalisatrice. J'ai envie d'être une actrice hors du commun. Somehow, it's important for us women to celebrate women. J'essaye de faire des films comme je les sens au moment où je les sens. Il faut mettre beaucoup plus de gens décisionnaires, que ce soit des femmes. This is what I want. This is what I need. This is what I desire. Divine, celles qui n'ont pas demandé la permission. Une chronique des anémones. Si je vous dis producteur, vous pensez à quoi ? Un type au ventre bedonnant, au regard lubrique, avide de profit, qui peut avoir comme accessoire lunettes rondes et cigares cubains ? Oui, Harvey Weinstein était aussi une bonne réponse. Et maintenant, si je vous dis productrice, c'est plus difficile là. Vous pensez à quoi ? À rien ? Eh bien, c'est normal. C'est parce qu'elles ne sont que trop rarement mises en valeur. Et j'aimerais remédier à ça cette semaine en vous présentant Margaret Ménégoz. Née le 21 avril 1941 à Budapest, sous le nom de Margit Katalin Baranyi, Margaret Ménégoz fut l'épouse du documentariste Robert Ménégoz et commença sa carrière comme monteuse pour des films médicaux. Elle suit son mari, jury des courts-métrages au Festival de Cannes pour la première fois en 1964. À cette époque, elle arpente le terrain comme apprentie pendant les tournages, s'occupant surtout de la logistique. Se définissant elle-même comme bonne à tout faire, elle gérait les équipes et s'assurait de trouver où dormir et manger. Elle dit être rentrée dans le domaine du cinéma par l'intendance et déclare ne pas être une cinéphile ni une intellectuelle. Pourtant, son amour du cinéma bien fait pourrait nous prouver le contraire. C'est en 1975 qu'elle est engagée à la tête d'une société de production créée par Eric Romer et Barbet Schrader, en 1962, les films du Losange. Cette société a notamment marqué le cinéma de la nouvelle vague et a contribué à son succès. Les deux créateurs étant trop occupés à réaliser leurs films, c'est Margaret qui est chargée de les produire. Elle gère la production jusque sur le plateau, n'hésitant pas à donner son avis, utilisant ses connaissances en montage pour évaluer la qualité d'un film et relever les différentes erreurs qu'il peut avoir.
Elle fait du Festival de Cannes son habitude en présentant les films qu'elle produit. Elle sera également jury là-bas, une des rares cinéastes à l'être d'ailleurs, en 91. C'est au festival qu'elle entretient des collaborations internationales avec des réalisateurs comme Wim Wenders et Lars von Trier. Elle a fait évoluer les films du Losange et en a fait une société de distribution nationale puis internationale en plus de la production. La société compte dans son catalogue 80 films produits, dont une grande partie par Margaret elle-même. Elle préside Unifrance, un organisme chargé de la promotion et de l'exportation du cinéma français de 2003 à 2009. Elle est membre de la Commission nationale de Film France, une association chargée de l'attractivité du territoire français pour la production cinématographique et audiovisuelle, et fait également partie du conseil d'administration de la Cinémathèque française. Autant vous dire que Margaret Ménégoz a une forte influence sur le paysage cinématographique français. Beaucoup des films qu'elle a produits ont été récompensés, mais celui qui a été le plus primé reste Amour de Michael Haneke, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes et l'European Film Award du film de l'année en 2012, et le BAFTA, le Golden Globe et l'Oscar du meilleur film étranger, et le César du meilleur film en 2013. Elle a été récompensée pour son travail en 2013 en recevant le prix Raimondo Rezzonico du meilleur producteur indépendant au Festival du film de Locarno. C'est une productrice qui a une philosophie de travail qu'elle n'a pas peur d'assumer, même si pour cela, elle doit refuser de gros projets comme le remake de Funny Games de Michael Haneke, car elle refuse de produire des films où la violence est gratuite et fait l'histoire. Car Margaret Ménégoz n'a pas attendu qu'on lui donne la permission pour porter fièrement le cinéma français et représenter le cinéma qu'elle aime dans les festivals. Vous venez d'écouter Divine, la chronique sur les femmes qui ont marqué le cinéma. Chaque semaine, on vient vous présenter une cinéaste, qu'elle soit réalisatrice, actrice, productrice, scénariste ou encore directrice de la photographie. Car si le cinéma est un monde régi par les hommes, de nombreuses femmes talentueuses n'attendent pas qu'on leur donne la permission pour contribuer au 7e art. Merci Nina, vite, retourne vite en régie vidéo, vite. Non, ça va, comme dit plus tôt, après Divine, c'est l'heure du quiz, jingle. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Mise en place des équipes du quiz. Tout va bien ? Ouais, c'est bon. Alors ce soir, on aura 3 équipes du coup, puisque Ciné Campus reste avec nous. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure les différentes questions que nous vous proposons. En premier lieu, avant toute chose, vous allez devoir deviner... Il y a 3 équipes. Il y a 3 équipes, oui, absolument, que je donnerai après. Ok. Puisqu'en premier lieu, vous allez devoir deviner le titre du quiz. Et comment on fait pour le deviner ? Se baser sur les films de la semaine que nous avons critiqués. Les petits quiz. Pardon ? Les petits quiz. Non. Le quizbook. Non. Quizbook. Le Green Book sur les routes du quiz. Non. Le quiz flocon. Les petits quiz. Le quiz. La quiz. Ah non, on avait dit qu'on devrait faire un essai par équipe, c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est vrai, c'est un peu le bazar. Mais sinon, on peut faire chacun son tour si vous voulez. Ouais, voilà. La quiz. On fait un seul. Bah oui, mais rien n'a été donné là. Ça fait pas grave, le point est perdu, tu vois. Quizbook. Le point est perdu dans ce cas-là. Bah oui, attendez, on n'a pas eu Ciné Campus. Il a dit le quiz. Non, ça aurait pu, mais on a décidé de vous proposer plutôt les petits flow quiz. Ah, vous savez que ça mélangeait parce qu'on n'avait pas pensé du tout. J'ai dit les petits quiz, mais c'est vrai que vous changez les trucs à l'intérieur. Ça, c'est plus compliqué. Mais oui, parce que c'est plus mignon. Je trouve ça plus joli. Ce soir, on a comme équipe Simon et Edwin d'un côté, avec Edwin chef d'équipe. Au milieu, nous avons Gaël, Ninon et William avec William chef d'équipe. Et Ciné Campus où tout le monde sera chef d'équipe parce qu'on fait tout le temps ça avec Ciné Campus. Vous avez un avantage. Si vous verrez, le chef d'équipe sert à la fin. Première question. Si tout le monde peut prendre les casques, le plus de casques que vous pouvez. C'est une musique de film. Dans quelle œuvre entend-on cette musique ? Gran Torino ? Non. American Sniper. Non. C'est vrai que les petits souhaits déjà. Non. C'est un film que t'as vu là il y a pas longtemps. C'est un film qui est pas encore sorti, non Si. Si, il est sorti. Un truc. T'as vu une époque, non ? Non. Colette ? Non. Ça date pas de cette année. Hein. Marie à tout prix. Non. On aurait pu, mais non. Une composition de Nicolas Britell, ça donne aucun indice, je pense. Le lien est fait avec Green Book. Ouais, je me doutais en plus. Ah, toi, le lien Moonlight. Non. Oui, Moonlight, absolument. De Barry Jenkins, du coup, avec l'Oscarisé Mahershala Ali. Ce qui fait 1 point pour l'équipe d'Edwin.
On passe à la question de la semaine. Ce sera une question avec plusieurs propositions. Donc attendez avant de répondre. Une information vient de sortir sur le casting de Dune, prochain film de Denis Villeneuve. En effet, le nom de l'acteur qui jouera le père du protagoniste vient d'être dévoilé. De qui s'agit-il? 4 propositions. Oscar Isaac, Hayden Turner, Stanley Tucci, Adam Driver. Chacun Oscar donne une Isaac, réponse, c'est ça? Hayden Turner, Stanley Tucci, Adam Driver. Vous avez une réponse chez Cinécampus? Non, je crois qu'il l'a pas. J'ai lu ce matin, mais j'ai oublié. Ah. Dommage. Du coup, je dirais Tucci. Ok. Oscar Isaac. On va dire Oscar Isaac aussi. Tout à fait, Oscar Isaac qui après avoir annoncé sa retraite il y a 3 mois repart déjà en tournage. C'est vrai. Retraite courte. C'est vrai. Alors on passe à En or ou en bois. En or ou en bois, c'est un vrai ou faux. Donc voilà. Est-ce que c'est vrai? Christopher Nolan vient d'annoncer la date de sortie de son prochain film dont on ne sait rien, pas avant 2022. On n'a pas dit ça tout à Moi, l'heure, je dirais plutôt en or, là. Redis-moi l'intitulé. Christopher Nolan vient d'annoncer la date de sortie de son prochain film dont on ne sait rien, pas avant 2022. Sortie du film. Non, Je vais dire faux. Non, c'est faux. C'est faux. Ouais, c'est en bois, c'est en 2020. Ok, moi je suis ok. Gaël, il faut bien écouter. Hein. Du coup. En 2012, c'est ok. En bois. C'est en bois pour tous, c'est ça. Et tout à fait, son prochain film donc sort le 17 juillet 2020. Et oui, il a une date précise, mais nous ne savons rien sur ce film. Petit rappel des scores, 2 pour l'équipe de William, 3 pour celle d'Edwin, 1 pour Cinécampus. Deuxième info, Tony Lip, aka Tony Latchatch, joué par Viggo Mortensen, connaissait beaucoup de membres de la mafia de célébrités grâce à son travail au Copacabana et se faisait tellement remarquer qu'il a pu faire des apparitions dans Le Parrain et Raging Bull. Vrai ou faux? Ça, j'y crois bien, non, Edwin? Qu'est-ce que t'en penses? Je parle du vrai, du coup. Hein. Ça a l'air un peu faux, mais bon. Arrête, on va perdre. Ça pourrait être vrai, mais je te laisse dire là. Là, je te laisse dire. Oui, le premier, oui. Le premier Pas par entendu le début de la question en fait. En gros, il. Le vrai Tony Latchatch, le personnage de Green Book, Ok. il avait un travail au Copacabana, il a connu beaucoup de célébrités et du coup il a réussi à jouer dans Le Parrain et dans Raging Bull. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On dit en or. En or? Pareil, vrai. En or? On débat. D'accord. En vrai, j'ai cru que c'était Viggo Mortensen, mais si c'est l'autre, moi je dis ouais. Vrai? Vrai? Eh bien c'était vrai. Allô, Et il a aussi joué dans Les Affranchis et dans Les Sopranos également. On a du coup 3 pour l'équipe de William, 4 pour l'équipe d'Edwin, 2 pour Cinécampus. Troisième info. Comme vous le savez, le film Green Book tient son titre du nom d'un vrai livret qui recensait à l'époque les établissements dans lesquels pouvaient séjourner les personnes noires. Mais pourquoi Green Book? Parce que ces établissements arboraient sur leur devanture un trèfle vert pour qu'on les distingue. Vrai ou faux? Faux. C'est peut-être autre chose, tu vois. C'est totalement Faux. Faux. En bois. Ouais, faux. Et 3 faux? C'est effectivement faux. Et on est bon pour l'instant. Puisque Green est en réalité le nom du rédacteur de ce livret qui s'appelait Victor Hugo Green, qui était un postier afro-américain de New York. Et du coup, l'abolition des lois ségrégationnistes a rendu son livret obsolète, mais lui, malheureusement, est mort avant de connaître la fin de la ségrégation. Ce qui fait 4 pour l'équipe de William, 5 pour Edwin, 3 pour Cinécampus. On passe à la dernière en or ou en bois. Les petits flocons devaient être à l'origine s'intituler Le syndrome du moniteur de ski. D'ailleurs, avant de passer à la fiction, Joséphine Demeaux avait parlé de ce syndrome dans un documentaire La mélancolie des télésièges qu'elle avait réalisé. Est-ce vrai ou faux? Vrai. 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 Effectivement, c'est vrai, un documentaire dans lequel elle enquêtait sur ce syndrome en se prenant en exemple parce qu'elle était persuadée d'en être atteinte. Si vous cherchez que sur Allociné, ça va être dur, hein. Je lis tout le temps. Sauf qu'il n'y avait aucune truc de tournage info intéressante cette semaine, je préfère la préciser. Ah purée. Alors moi j'en avais beaucoup des infos. Hein. Bah, oui, tu l'as bien vu. Tu mets dans les news et qu'on est dans le quiz après, merci bien. Bah oui, mais il y a un truc, vous pouvez regarder sur internet les news dont je vais parler. Donc, je ne les ai pas trouvées, Simon, je te l'ai déjà dit. Ça clash. Du coup, on est à 5 pour William, 6 pour l'équipe d'Edwin et 4 pour Cinécampus. On passe à la Netflix and Quiz. C'est la première fois que Cinécampus ils ont autant de points, non? Ouais, vous êtes légendaire. Vous représentez bien. Question Netflix. Netflix a dernièrement posté un tweet vif afin de rappeler à l'ordre les abonnés de la plateforme. Pour quelle raison? Ah, je crois que j'ai lu. 4 propositions. Ah, pardon. J'attends les propositions. Beaucoup d'abonnés ont exprimé leur dégoût pour un personnage queer de la série Sex Education. Beaucoup d'abonnés ont exprimé leur colère face au couple lesbien de la série Les Demoiselles du téléphone. Beaucoup d'abonnés ont exprimé leur amour pour le personnage pervers de You. Ou beaucoup d'abonnés ont exprimé leur fascination pour un tueur en série dans la série consacrée à Ted Bundy.
Je sais pas. C'est la 4. La 4 pour Ciné Campus. Il me semble, je suis pas sûre. C'est pas grave, on te fait confiance. Ici, C'est le truc le plus récent que j'ai vu en tout cas. Je rappelle, on a le dégoût pour un personnage queer, la colère pour un couple lesbien, l'amour pour un personnage pervers ou la fascination pour un tueur en série. You. Nous aussi on dit You. Eh bien, Ciné Campus a raison, puisque en effet, ce phénomène s'appelle le Bundistan. Et donc Netflix a donc rappelé alors de ses abonnés en tweetant « J'ai vu passer beaucoup de discussions sur le prétendu sex appeal de Ted Bundy et voudrais gentiment rappeler à tout le monde qu'il y a littéralement des milliers d'hommes sexy sur la plateforme dont la plupart n'ont pas été reconnus coupables de meurtre en série. » Donc ça nous fait un point de plus pour Ciné Campus qui passe à 5 points. On va passer au qui a dit, donc je vais donner une citation, il faudra trouver la personne qui l'a dite. Alors, de ce que je sais, je suis arrivé sur ce projet avant que Brian n'y soit rattaché. J'étais déjà. Rami Malek. Tout à fait. Putain, Rami Malek. Brian Singer accusé de. Interrogé sur Brian Singer qui explique qu'il n'était pas du tout au courant de ces accusations. Il en a profité pour saluer le talent de son remplaçant. Ouais, William. C'est William. Alors, les scores 6 pour William, 6 pour Edwin, 5 pour Ciné Campus. On passe au. Bah, tu viens d'avoir un point, William. On passe au qui suis-je. Mais arrête. Alors là, on va vous donner des faits et vous allez devoir trouver la personne qui correspond à ces faits. Je souffre d'épilepsie, bien que j'ai eu ma première crise à 35 ans. Je m'intéresse beaucoup au théâtre pendant mes études et m'illustre dans des pièces telles que Macbeth ou Suicide Be in the Flat. Michael Fassbender. Non, je sais. James McAvoy. Non. Oh non, il avait dit. Tom Hiddleston. Non, je suis connue pour ma lutte contre le racisme et la peine de mort. J'ai été révélé aux côtés de Clint Eastwood en tant que compagnon de cellule. Morgan Freeman. Non. J'ai joué dans des séries telles que Urgence, Esprit criminel ou Mozart George is the Clooney. Jungle. J'ai fait partie du Saturday Night Live. Je suis très engagée politiquement et ai soutenu Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles françaises de 2016. J'ai la même voix française qu'Harrison Ford alors que qu'on joue la même personne dans Witness. Oui, Danny Glover. Donc je finis. De toute façon, je suis trop vieux pour ces conneries. Et non, je ne joue pas Lando Calrissian dans les nouveaux Star Wars, puisqu'on me confond souvent avec Donald Glover. Donc Danny Glover qui est à l'affiche de Sorry to Bother You de Boots Riley, qui est en salle depuis aujourd'hui. Et qui sera dans le prochain Jim Jarmusch du coup. Exactement. Ce qui nous fait un point de plus pour l'équipe d'Edwin. On passe à la social network, donc je vais vous donner un tweet ou un post Facebook et vous allez devoir trouver qui l'a posté. Alexandre Astier. Non. On ne veut pas vivre dans le passé, mec. Plus de détails plus tard. Qui a posté ça? Non, parce que ça veut vraiment le pire tweet de la. Ça fait vraiment le Attends, tour. redis. On ne peut pas vivre dans le passé, mec. Plus de détails plus tard. Alors c'est une vidéo. Dude. Ou quoi? Il dit en anglais, il dit Dude comme ça. C'est une vidéo en anglaise, tout à fait. Donc je l'ai traduite. On peut pas vivre dans le passé. Et ça te donne un indice de dingue. En vrai, le fait que tu aies trouvé que ce soit en anglais, ça te donne un sacré indice sur le mec. Jeff Bridges. Exactement, Jeff Bridges. Habillé dans C'est quoi? Dis la prochaine fois le truc. Ah non, mais ça donne un sacré indice à tout le monde. Bah oui, Dude. Du coup, avec la sortie d'une bande-annonce pendant le Super Bowl, du coup, d'une suite probable à The Big Lebowski. C'était pas une pub pour une bière. Bah non, mais on te confirme, c'était une pub pour une bière avec Sarah Jessica Parker aussi qui faisait son rôle dans Sex and the City. Ah merde, parce que ce que j'ai vu, c'était. Ouais, du coup, non, tout le monde a dit qu'il y aurait peut-être une potentielle suite, mais apparemment c'est même un crossover entre les. Et beaucoup de gens l'ont retweeté. Ce qui nous fait alors 6 pour l'équipe de William, 8 pour l'équipe d'Edwin et 5 pour Ciné Campus. On passe à la Sherlock Holmes qui vaut 3 points. C'est vrai qu'il faut être bon. Vous pouvez rattraper votre score. Edwin, on est concentré là. Je vais vous dire un fait qu'une personne a fait. Voilà, justement. Un crime, non, qui c'est. Okay. Un crime. Moi, c'est pas vraiment un crime là, parce que bon, il n'y a pas de déversement sexuel toutes les semaines. Voilà, du coup, voilà. Malheureusement, c'est dommage. Voilà. Alors, j'ai raconté dans une. Il faut dire le plus rapidement, il a dit. Pardon. Le plus rapidement possible. Il n'y a pas de. Qui c'est voilà. C'est ça, qui c'est. J'ai raconté dans une interview à Deadline que j'avais fait jouer mes contacts et ma renommée auprès des producteurs pour filer des coups de pouce aux frères Russo sur Captain America 2 et à Christopher Nolan sur Insomnia. Donc en gros, je me suis un peu vantée des avoir aidés. Oui, absolument, Steven Soderbergh. Mais je sais rien, moi. Qui a passé des coups de fil aux producteurs pour qu'ils puissent s'arranger sur leur film, tous, et pouvoir réaliser. C'est tout. Heureusement que c'est là, parce que j'ai pas du tout confiance en moi pour la suite. Non, mais tu sais que j'ai dit Steven Soderbergh juste parce que je savais qu'il était producteur sur Insomnia. Mais déjà, c'est trop. C'est trop de connaissances déjà, Simon. Au producteur de l'époque pour qu'il puisse réaliser son film, et il s'est vanté un petit peu, voilà, de les avoir aidés. C'est vrai qu'il a eu une grosse interview comme ça et on lui a Christopher Nolan lui a demandé quand il a l'air de revenir à la pellicule parce que maintenant il travaille voilà, et il a dit quand tu réécriras des scripts à la main sur papier. Waouh.
Du coup, vous passez, Edwin et Simon, à 11 points d'un coup. Là, je les ai comptés les 3 d'un coup. C'est bien marré. Donc, cette semaine, on a décidé de vous proposer un quiz en relation avec Green Book et la mule, à savoir chauffeur au cinéma, donc les personnages qui conduisent au cinéma. Alors on passe à la question qui c'est celui-là. Donc je vais donner le nom d'un personnage d'un film et vous devrez trouver le film. Alors Agaye Panahi. Le film Taxi Terran. Exactement, Taxi Terran de Jafar Panahi. L'ours d'or du coup il y a quelques années déjà. Ça fait 7 points pour l'équipe de William. Là, prenez tous vos casques. Autant que vous pouvez. Vous allez avoir une réplique de film, vous allez retrouver le film. Ok. Dans quel film entend-on cette réplique? Ouais. Drive. Non. Taxi. Non. Taxi Driver. Non. La Belle Verte. Non. Fast and Furious. Non. It's Miles. On entend. Hey man, hey look, I gotta get out of here. Training Day. Super What's up, man? Non. What's going on? Look, I'm tired of this. This guy tired. Ouais, vous pouvez. Ah, Baby Driver. Non. Blind Spotting. Non. Si elle a dit. Quoi? Oui. Absolument. Oh putain, Simon il doit être tellement jaloux. Collatéral. Michael Mann. Je suis tellement contente là, c'est Avec Tom Cruise et Jennifer. le plus beau jour de ma vie, je crois. J'ai dit C'est quoi la réponse scène? avec Je ne sais Tom pas. Cruise et pas Simon. C'est là-bas. C'est la scène où on l'agresse dans son taxi. Voilà. On agresse Jamie Tant Foxx dans pis son taxi. Simon, dommage. L'équipe de William passe à 8 points. J'avais oublié ce film. Qui est dans mon top 10. Absolument. Tous les temps. On va passer à Merci Québec. Je vais vous dire un titre québécois. Vous allez devoir retrouver le titre original ou français. Voilà. Si je vous dis Sang froid. Sur Cold Winter. Non, c'est pas littéral, figure-toi. Sang froid. C'est un film d'horreur. Drive. Oui. Ah ouais, putain, bah c'est oui, vrai. sans froid, bah oui, ça va bien, oui. Ouais. Absolument. Drive de Nicolas Willingham. Du coup, avec le rapide Ryan Gosling, vous passez à 9, l'équipe de William. La pression. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de films avec des chauffeurs au cinéma. Je pensais qu'il y avait que Green Book et la mule, moi. On va passer au pas tourné. Alors je vais donner une liste d'acteurs. Et du coup, lequel de ces acteurs n'a pas conduit de bus dans un film? De bus. Chauffeur de bus, tout à fait. Alors, donc une liste de 5 acteurs et actrices. Adam Driver, Julianne Moore, Sandra Bullock, Roger Moore, Jack Nicholson. Alors, Adam Driver, Julianne Moore, Sandra Bullock, Roger Moore, Jack Nicholson. Il y en a 2 que j'ai. Celui-là. Enlève-le. Redis-les, Raph, celui-là. Adam Driver, Julianne Moore, Sandra Bullock, Roger Moore, Jack Nicholson. Jack Nicholson, tu vas pas noter. Ouais. Je pense que Jack Nicholson, t'as vu. Oui, voilà, je sais pas que c'est pas moi. Roger Moore, peut-être dans un James Bond, tu vois. C'est la rapidité ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Celle-ci, c'est vraiment. Ah ouais, là. Bon. On va faire patienter les auditeurs en chantant une petite chanson, Marie. Chanterai. Une petite chanson pour nous, s'il te plaît. Le vent. Ouais, nous on a une réponse. On a une réponse aussi ou pas? Vous avez une réponse? Tout le monde a une réponse? Ouais. Attends. Alors, Non, mais vas-y. Si vous en avez une. l'équipe de William? Allez, on le dit. Ça nous, Bah non, mais quelqu'un. Enfin, je sais que. Simon en a une. On dit Roger Moore ou pas? On répète, on n'a jamais conduit de bus. Il n'a pas conduit. Ah, c'est-à-dire que dans sa vie, il a conduit des bus et tout. Non, dans un film. Que dans un film. Allez, on dit Roger Moore. On dit Roger Moore, mais on n'est pas du tout sûr. Hein. Allez-y, du coup, Roger Moore pour Simon. On peut dire William. ceux qui ont conduit dans un film. William? Autant prendre un autre truc pour. Mais non, allez-y. parce que nous aussi on pensait Roger Moore, alors. Oui, mais allez-y. Allez. Bah, moi j'allais dire ça, mais c'est chef d'équipe. Jack Nicholson. Oh putain. Alors, peut-être Jack Nicholson. Adam Driver, c'était dans quoi? Patterson, tout à fait. Sandra Bullock. Speed, tout à fait. Roger Moore, c'est dans James Bond, Vivre et laisser mourir. Putain, j'ai eu un cours sur James Bond, il m'a servi à rien. Jack Nicholson, c'était dans Vol au-dessus de Nuit Coucou. Mais non, Une scène de 2 minutes où il conduit un bus. Mais je pensais que t'avais dit. Mais c'était Julianne Moore. Mais on qui n'a hésitait jamais entre les conduit. deux et William il dit la personne qu'on n'hésitait pas. Un point pour Ciné Campus qui passe à 6. Pensez dans les fils de l'homme. Mais là on hésitait. En même temps, c'est vrai, mais quand on y pense, Julianne Moore, vraiment, elle a pris la tête à conduire un bus dans un film. Ouais, mais en plus, vraiment avec William, on hésitait entre Julianne Moore et Roger Moore, et il a dit oh je vais dire Jack Nicholson. C'est mon acteur préféré. On va passer au résumé raté. Donc je vais donner un résumé d'un film qui sera assez mauvais, donc, mais il faudra le retrouver. Ouais.
Alors, le personnage de ce film a le look de Christophe, mais pas de Aline dans sa voiture. Une voiture pas si rapide, elle va vite, mais que dans les virages, Christophe galère à doubler les gens. Mais ce n'est pas le pire, car l'impression d'être suivi par un Terminator sans aucune pitié, du moins ce vieux tas de ferraille, le traque, comme un T-Rex dans Jurassic Park. Rush. Exactement, Duel. Réalisé par Steven Spielberg. Passe à 10 pour l'équipe de William. Prenez vos casques. On passe à une musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? 1, 2, 3, 4. Blues Brothers. Oui, je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Parce que comme on se partage les Blues Brothers, absolument. Ce qui nous fait un point de plus pour l'équipe de d'Edwin. On passe à 12. J'ai un autre à dire de John Landis avec Daniel Craig qui produit beaucoup dans ce film finalement. Et John Belushi. On passe au duel time. Ouais. Alors, du coup, nous avons ce soir 3 questions et plus 2 pour nos chères équipes. Chef d'équipe, Edwin, William et vous 3 ensemble. Sachant que dans le duel time, chacun va avoir une question. Auquel les chefs d'équipe vont devoir répondre. Seulement les chefs d'équipe. Donc vous avez un avantage, vous êtes 3. Les autres membres de l'équipe vont devoir parier sur les chefs d'équipe. 1, 2, 4 ou 6 points. Points que vous allez gagner si vous répondez juste à la question ou que vous allez perdre si vous répondez faux à votre question. Donc vous pariez ou débattez ensemble ce que vous voulez. Franchement, respect, Marie, c'est une des premières fois où c'est aussi clair le duel time. Antoine serait fier de toi. On l'applaudit tous, Marie, bravo. Simon, combien de points paries-tu sur ton chef d'équipe? Il y a combien déjà? 1, 2, 4, 6. Même si il y a égalité vu qu'il y a 2 points d'écart. Vous avez 12, l'équipe de William 10 et l'équipe de Cindy Campus 6. Dans tous les cas, il y a égalité, tu peux pas faire le petit joueur. Vas-y, je fais 6. Alors là, c'est plutôt Raphaël qui fait ça. C'est soit on perd, soit on gagne. Voilà, pareil 6. Effectivement, c'est un parfait. Sur les mêmes. Merci. C'est Nénon et moi qui parions sur toi, ok? On parie 6 même si t'as dit. Logique. Jack Nicholson là. Et vous pariez combien? 1, 2, 4 ou 6. 6. Est-ce qu'on part sur 4 ou 2? Non, 4. Déjà, vous n'avez pas fini en négatif, donc c'est pas mal. C'est vrai. 4. 4, très bien. Et ils veulent finir alors, deuxième. l'équipe qui a le plus de points, il y a 3 thèmes. L'équipe qui a le plus de points, à savoir l'équipe d'Edwin, vont choisir leur thème en premier. Ok. Edwin, je cherche l'ordre de... Voilà, merci. Tu vas avoir le droit entre hexagone, ou limousine, ou cascade. Tu préfères quoi là, Edwin? Hexagone, limousine ou cascade? C'est toujours des thèmes très... En fait, c'est ceux qui ne choisissent pas qui ont l'avantage parce qu'ils font au moins on n'a pas choisi. Ouais, c'est vrai. Pas de regret. La cascade, je te sens bien, non? Mais t'allais dire quoi? J'allais dire limousine. Alors, vaut mieux... Alors, vaut mieux reste sur ta première tu restes sur ta première impression. Vas-y. Non, mais cascade, je sais pas ce que ça pourrait être. C'est pour ça. Vas-y. Prends celle que tu... Limousine. Allez, limousine. Alors, dans lequel de ces films le personnage principal n'est pas chauffeur de limousine, donc comme métier? Alors, Jim Carrey dans Dumb and Dumber, John Cusack dans 2012, Jay Chou dans Le Green Hornet, Robert Pattinson dans Map to the Stars. Putain, je l'ai. Qui n'est pas chauffeur de limousine. De limousine, exactement. Ils sont tous chauffeurs, sauf... sauf un qui n'est pas chauffeur de limousine, en fait. Ils sont tous chauffeurs, mais... Donc le premier, t'as dit... Alors Jim Carrey dans Dumb and Dumber, John Cusack dans 2012, Jay Chou dans Le Green Hornet, Robert Pattinson dans Map to the Stars. Allez, Don, vas-y, tu peux le faire. Réfléchis bien. Le deuxième, c'est quoi déjà? C'est John Cusack dans 2012. J'ai envie de dire ça, je vais rester sur ça, mais c'est sûrement pas ça. Ok. Tu l'as dit quoi? Pardon? La deuxième, John Cusack. Je crois que c'est ça. C'est ça, je pense. Je crois que c'est ça aussi. Moi aussi, il me semble que c'est ça. Alors, mais bon. L'équipe de Ma William. première intuition. Vous avez le deuxième meilleur score. William, tu as le choix entre cascade ou hexagone. Hexagone. Alors hexagone, c'est également moi aussi. Donc là, je l'ai. Ah, voilà. Alors, lequel de ces acteurs français n'a pas joué de chauffeur de taxi? Vincent Lacoste, Mathieu Kassovitz, Danny Boone, Gérard Jugnot. Alors attends, ok, donc Lacoste c'est pas lui. Pourquoi je l'écris d'ailleurs en bref. C'était dans quoi Lacoste? Lacoste c'est dans Saint-Amour avec Gérard Depardieu et Benoît Poulvord. Jugnot je sais pas. Kassovitz après c'est quoi? Danny Boone. C'est quand même plaisir, je sais même pas plus comment on écrit. Putain, plaisir. Danny Boone, je rate pas ce film vu que c'est de la merde. Bon, allez, Danny Boone pour la blague.
Quoique, attends, les taxis quand même. Attends, allez, William. Kassovitz, allez. Ok. Je fais mes petits comptes en même temps. Et alors, la dernière, c'est cascade. Alors, dernière, du coup, cascade. Vous êtes tous ensemble, ça va. Lequel de ces acteurs n'a pas effectué toutes ses cascades en voiture dans son film ? 4 propositions. Jason Statham dans Le Transporteur, Zoé Bell dans Boulevard de la Mort, Steve McQueen dans Bullitt ou Ansel Elgort dans Baby Driver. Lequel n'a pas effectué toutes ses cascades en voiture, lui-même ? Cette question. Tu peux redire les noms ? Très difficile. Hein. Jason Statham dans Le Transporteur, Zoé Bell dans Boulevard de la Mort, Steve McQueen dans Bullitt ou Ansel Elgort dans Baby Driver. Non. Tom Cruise. Et évidemment, on n'a pas mis Tom Cruise. Gaël qui est fan de Tom Cruise, on le rappelle. Oui. J'ai quand même deviné Collatéral. Ok, on donne une réponse maintenant. Allez-y. On a dit Ansel Elgort. Dans Baby Driver, absolument. Ouais. Raph, est-ce que tu peux, pendant que je fais le compte, occuper ces jeunes gens ? Je vais vous occuper. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, pour la question des limousines, Jim Carrey conduit bien des limousines dans Dumb and Dumber. Ouais. Dans Up to the Star également pour Robert Pattinson. Ouais. Par contre, Jay Chou ne conduit pas une limousine. Il conduit une voiture, mais pas une limousine. C'est John Cusack dans 2012 qui conduit une limousine. Quoi ? Eh oui, c'est une c'est une voiture noire classique. L'équipe d'Edwin, vous tombez à 6 points. Voilà, qui reprend le rôle de Bruce Lee et qui conduit Seth Rogen. Alors, je vais faire la question de Ciné Campus. Le suspense. C'était positif. Jason Statham fait effectivement toutes ses cascades dans Le Transporteur, mais il fait toutes ses cascades en général, dans tous ses films. Zoé Bell, son métier à la base, elle est cascadeuse. Elle fait ses cascades dans Boulevard de la Mort. Steve McQueen, très grand acteur, a toujours fait toutes ses cascades. Voilà. Effectivement, Ansel Elgort a fait quelques cascades sur Baby Driver, j'ai trop parlé. mais pas toutes parce que c'était trop compliqué, il fait que ce soit un professionnel. Donc, vous gagnez 4 points, vous arrivez à 10 points. Cool. Ouais, ils vont peut-être gagner. Attention, le suspense c'est ouf, parce que c'est pour ça qu'ils ont pas fait votre question d'abord là. Tu avais dit Mathieu Kassovitz, c'est ça ? Alors Vincent Lacoste, c'était tout à fait dans Saint-Amour. Gérard Jugnot, c'est celui qui a fait le plus, puisque dans 3 films, L'extraordinaire voyage du fakir, Tandem, Fantôme avec chauffeur. Je l'ai vu avec Philippe Noiret en plus, c'est vrai. Danny Boone, c'était dans Mon meilleur ami, et du coup Mathieu Kassovitz n'a jamais joué de chauffeur de taxi. Vous prenez 6 points et arrivez à 16 points, vous gagnez ce quiz. Suivi de près par Ciné Campus. C'est une défaite de Simon. Bon perdant, Edwin et Bien Simon. défaite en plus. Et en plus, pas deviner Tom Cruise. Dommage, ça n'aurait pas changé à grand chose. Choqué, déçu. Choqué, déçu, c'est pas grave. Bien joué. Merci Raphaël et Marie pour ce quiz. De rien. On n'oublie pas de parler des Anémones et de leur ciné-club le jeudi 31 janvier. C'est-à-dire demain finalement, on peut se le dire. Demain à 19h, rendez-vous pour voir The Fits, qui est un super film de sport. First Match également, le court-métrage. Il y aura des pop-corn et des petites boissons sympathiques. Très bien, la projection à l'Utopia du coup, donc c'est lundi à 20h30, Only Lovers Left Alive. Rapidement Raphaël, vas-y. Eh oui, il y a de la concurrence puisque lundi 4 février à 19h45, La Nuit du Chasseur de Charles Laughton et Robert Mitchum. On va gagner. Donc un film qui est présenté par Adrien Valgadier et avec un débat avec Thomas Idan, donc le rédacteur en chef de l'émission de la 7ème Obsession. Adrien, donc qui est un ancien de Radio Campus évidemment. Cinéma nous appartient. Donc il y aura aussi une rencontre avec Thomas Idan à l'université Paul Valéry, donc de 17h15 à 18h15 le 4 février, donc dans la salle D09, avec une discussion donc axée sur comment on gère une revue de cinéma. Donc voilà. Très bien. Merci à toute l'équipe présente ce soir, ainsi qu'à Arnaud et Nina à la technique. Remerciements aussi à Ambre, Samy et Vi d'être venus sur le plateau. La semaine prochaine, nous parlerons de 4 films. Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins, Les Estivants de Valeria Brunita Decci, Sorry to Bother You de Boots Riley et Un grand voyage vers la nuit de Big Anne. Comme dit en début d'émission, Michel Legrand nous a quitté samedi dernier à l'âge de 86 ans. Tout au long de sa carrière, l'homme aura collaboré avec de nombreuses personnalités de la musique. C'est notamment le cas de Miles Davis et John Coltrane en 1959, 46 ans plus tard. Et Manon, groupe composé par Exile et Aloe Black, rendit hommage au Django composé par le compositeur et le jazzman en le samplant pour leur titre The Words. Pour terminer l'émission, on se quitte donc avec The Words des Manon. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'est encore un peu maintenant.
rap scallion. A rogue rhyme, say a single-handed battalion. Thoroughbred pedigree like a black stallion. The pale horse couldn't come close to pose a challenge. And rappers pale in comparison to my styling. I'm dropping knowledge while they narrow minds, popping violence. I listen for truth, all I hear is a calm silence. I'm looking for proof, all I see is my mom smiling. Beaming cause I stop bugging and wildin'. Every man is an island, I stand alone like the cheese. Every man is connected, separated by 6 degrees. Walk the path of enlightenment, down the road on we ease. By inches the gap squeeze, approaching our destinies. Breathe out in the cycle that we share with the trees. And sway aimless like a branch, catch the rhythm of breeze. Always going but never knowing where my fate may lead. Listen to my elders, remember to take they heed. Even when you smile, meanwhile somebody else bleeds. And rose gardens get infected by weeds. Never admire desires over necessities. I take time to balance out all of my wants and needs. Keep the time, I tap my left hand on my knee. And with my right, I write in style that's free. Keep the time, I tap my left hand on my knee. And with my right, I write in style that's free, y'all. Running away from yesterday. Time is passing and I cannot stay. Bless the children is what I say. I write the words and I give them away. Running away from yesterday. Time is passing and I cannot stay. Bless the children is what I say. I write the words and I give them away. I write the words. Yes. Aloe Black. I was born educated. I escalated to a style that's elevated above the average. Suckers who never made it, still trying to show out, but I never paraded. It's kinda faded the way they stay jaded from really knowing what's going on. It's like they stuck upon the same song. I aim strong above my goals because I know the gravity is pulling me back down to the flow. So I prepare my presentation just before I deliver. Pull another verbal arrow up out of my quiver. Yo, I'm a precious piece of history. People are still trying to figure out the mystery. Ancient like the streets of Sicily. I got the itch to be a high-speed pitch. Fastball swinging and miss, blacker than the abyss. And good for you like a fat bowl of grits. I commandeer the mic and I spit, shooting verbal knowledge at little kids. I use my voice box instead of boxing with fists. But square up on a square when I'm pissed. So where's the list? The class is in session, but weakness is dismissed. They need to go on back to the lab and practice. Running away from yesterday. Time is passing and I cannot stay. Bless the children is what I say. I write the words and I give them away. Running away from yesterday. Time is passing and I cannot stay. Bless the children is what I say. I write the words and I give them away. I write the words. Lounging with essence and guessing, I chosen the right profession. Get up and motivate to the spot, and I'm rolling late. But anyway, that's how we play out in the Golden State. Big up my man, he shake my hand, I pat him on the back. The salutations met with the traditional wise crack. After the last, we get to business for the afternoon. Reach in my bag and grab the CD pack full of tunes. Turn up the bass booth so we can feel the subs boom. Walls shaking, feels like the earthquake in the